Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 56 avec Onur Karapinar. Vous avez l'habitude de le retrouver régulièrement dans le Manal Show à travers ses chroniques, mais c'est en tant qu'invité que j'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Je vous l'avais annoncé en avant-première dans cette émission, Onur Karapinar signe la sortie de son livre aux éditions Erol et c'est à cette occasion que j'ai souhaité l'inviter pour en savoir davantage sur ce beau projet. Petites habitudes, grande réussite, 51 pratiques inspirantes pour devenir la meilleure version de soi-même. Vous allez découvrir pourquoi il a décidé de se lancer dans l'écriture de ce livre, tout ce qu'il a mis en place pour atteindre son objectif et les meilleurs enseignements qu'il tire de cette expérience. Pour marquer cet événement, je vous propose un format spécial où je partage l'intégralité de notre entretien. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, j'aimerais mettre à l'honneur Minimal Lucette qui a laissé ce message avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Addictif. Bonjour Manal et bravo, merci pour ce podcast. Il fait définitivement partie de ma shortlist de podcasts à écouter toutes les semaines pour m'aider à avancer dans ma vie pro et perso. Le contenu est très enrichissant. Merci beaucoup Lucette d'avoir pris le temps de partager ton feedback. Ça me fait très plaisir de savoir que le Manal Show fait partie de tes must à écouter. Sachez que tous vos avis sont très importants pour moi. Ça m'aide à améliorer l'émission et à avoir une meilleure visibilité aussi sur les plateformes d'écoute. Alors si vous souhaitez, vous aussi, me laisser un message, rendez-vous maintenant sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée. Laissez-moi 5 étoiles avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs. De toute évidence, il n'est pas né sous la bonne étoile. Fils d'immigrés, il a grandi au sein d'une famille monoparentale avec une mère analphabète et a connu dès le plus jeune âge les aléas des difficultés financières. Une situation qui n'a fait que s'aggraver avec les années à cause d'une scolarité compliquée et il dit lui-même qu'il est arrivé à un stade où il se sentait perdu et misérable. Mais à chaque obstacle, il n'a jamais lâché l'affaire et a continué à se battre pour une vie meilleure. Sa condition sociale serait-elle finalement son véritable pouvoir ? Napoleon Hill a dit que ceux qui nourrissent un désir ardent accèdent à une réussite extraordinaire. Aujourd'hui, ses efforts ont payé. Il vient de réaliser l'un de ses plus grands rêves, publier son premier livre au sein d'une grande maison d'édition française. C'est une belle leçon de vie à retenir. Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, alors faites de petites choses de manière grandiose. Vous l'avez d'abord découvert dans l'épisode 20, puis il a rejoint mon équipe pour partager l'essentiel à retenir des meilleurs livres pratiques pour libérer notre potentiel. Il est avec moi aujourd'hui pour la 2e fois en tant qu'invité dans le Manal Show. Onur Karapinar, bonjour. Bonjour Manal. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler de ce livre et puis de déployer un petit peu ce message qui est effectivement que des petites habitudes peuvent devenir de grandes réussites. Avec grand plaisir. Et pour commencer, tu connais la chanson. Bien sûr. Pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre ? La fameuse grande question. D'abord, je pense qu'il faut que tu as rappelé au début de l'introduction ma condition sociale, effectivement, qui est assez particulière. Je pense que beaucoup de gens aussi la vivent. Mais après, quand effectivement on part d'aussi bas, on peut se sentir frustré des cartes qu'on nous a distribuées. On peut se sentir extrême. On peut en vouloir à la vie, on peut être déprimé, on peut s'en vouloir, Et moi, ça a été mon cas. Ça m'a parcouru pendant une bonne partie de ma vie, de ne pas avoir une famille plus aisée, de ne pas manger à ma faim, de ne pas fêter Noël, de ne pas fêter mon anniversaire aussi. Je me souviens de ma mère qui allait au resto du cœur. Enfin, des images presque un peu humiliantes où tu te dis mais pourquoi ça arrive ? Et quand tu vois des personnes qui, elles, partent on va dire de la même base, on est quand même né sur Terre, mais on n'a pas choisi sa famille, on n'a pas choisi ses parents, on n'a pas choisi son physique, son sexe, son lieu de naissance, l'époque à laquelle on vit, son école, ses amis. Et tu te rends compte qu'il y a tellement de choses que tu ne contrôles plus en fait. Et j'aime beaucoup cette phrase de Mark Twain qui disait un jour je suis né, depuis j'improvise. Oui, j'aime beaucoup aussi. Tu vois. Et ça a été un peu mon cas. Je veux dire, en fait, on improvise tous un peu à notre niveau, mais on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont mieux prédéterminées que d'autres. Et c'est là on arrive à la classe sociale, les pauvres, la classe moyenne, l'ouvrier, puis après les riches. Et moi, comme je suis très déclassé, je suis extrêmement presque au plus bas, en tout cas en France, la seule façon de survivre, on va dire, ça a été justement de travailler plus, de lire plus, même si ça n'a pas été une habitude au départ. Et à un moment donné, effectivement, il y a eu une période assez charnière. J'ai une scolarité assez compliquée.
J'ai développé rapidement une addiction aux jeux vidéo parce que ma mère ne trouvait que ça pour m'occuper. Ma sœur a fait une classe SECPA, donc une classe où on va dire où les élèves sont confinés parce que ni l'aide, ni la prévention, ni le soutien ne leur a permis de comprendre un peu le programme. Donc ce sont des classes difficiles. Donc ma Et sœur, tu parlais d'addiction, quel genre d'addiction tu avais? les jeux vidéo. Ouais, Ah, les jeux vidéo. Voilà, pardon, c'est vrai que je n'ai pas précisé les écrans. Et ça a été vraiment une horreur parce que ça m'a empêché de travailler. Parce que tu rentres chez toi, tu as envie de jouer à la console, tu rentres, le premier réflexe est là. Tu n'as qu'une anticipation quand tu pousses la porte, c'est de pouvoir jouer à la PlayStation ou à la Game Boy. Enfin, c'était mon cas. Donc Pokémon, Tekken, Gran Turismo ou des jeux de stratégie Age of Empires. Et ça ne nourrit pas en fait. Ça ne te permet pas de développer parce que tu as un écran qui interagit avec toi. Mais quand tu es un enfant, tu as besoin d'interaction sociale, d'humains, d'hormones, de sortir, de bouger, d'expérimenter. Et à côté, tu avais des personnes plus aisées, entre guillemets, qui elles faisaient du chant, du théâtre, Et de comment l'escalade. t'expliques ça? C'est parce que tu as été conditionné de par ta condition sociale? Je pense que oui, dans le condition, il y a aussi conditionnement. Donc les conditionnements, le langage psychologique, c'est ce qu'on apprend. Et dans mon cas, on m'a appris, mon environnement ne m'invitait que à faire cela. Quand je rentrais chez moi, il y avait une télé donc, dans le salon. Si tu n'as pas la télé, tu fais autre chose. Tu peux apprendre à t'ennuyer, tu peux apprendre à être plus créatif. Moi, dans mon cas, c'était au départ, effectivement, une grande frustration, bien sûr. Enfin, là, avec du recul, je comprends ce qui m'est arrivé, mais à l'époque, quand tu subis ça, tu réfléchis pas, parce que une habitude, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien sans réfléchir. On fait naturellement. Voilà, qu'on arrive à faire naturellement, parce que c'est ce que le cerveau a trouvé pour pouvoir résoudre des problèmes récurrents et les automatiser à des problèmes récurrents. Et dans mon cas, oui, quand tu apprends que la seule façon de ne pas t'ennuyer, c'est la télé et la console. Et c'est une sorte aussi, une façon un peu de s'évader, finalement, de son quotidien difficile. Oui, en tout cas, c'est une réponse, mais c'est une réponse parmi tant d'autres. Il faut savoir que quand on a une habitude, c'est pour répondre avant tout à une envie, à un problème qu'on a. Et au bout d'un moment, Manal, tu développes une sorte de solution que tu as pu développer et c'est la meilleure que tu as pu trouver. D'ailleurs, c'est une boucle de rétroaction qui est à l'origine de tout, en fait, de tout être humain dans son apprentissage. D'abord, on essaye, ensuite on échoue, après on réessaye, on apprend et on réessaye autrement. Et puis au bout d'un moment, on se satisfait d'une solution. Et notre cerveau fait tout pour justement échapper aux solutions qui sont douloureuses, dangereuses, inutiles, inefficaces, qui nous coûtent du temps, pour privilégier justement les solutions utiles. Et toi, justement, dans ton livre, tu dis que finalement, tu as une sorte de revanche sur la vie. Comment ça t'a aidé? Comment ta condition sociale, ton enfance un peu difficile, t'a aidé justement dans l'accomplissement de ce projet, d'écriture du livre? Tout d'abord, je dirais que quand tu joues avec le feu, tu apprends vite. Dans le sens où plus tu fais des erreurs, plus justement, on en revient à cette boucle de rétroaction. Tu vois, donc tu essayes, tu échoues, tu réessayes, etc. Et à force de faire des erreurs, de prendre des mauvaises décisions, tu te dis mais pourquoi je suis aussi misérable? Pourquoi je suis aussi triste? Pourquoi je mange aussi mal? Et il y a des gens qui, eux, malheureusement, n'ont pas assez de recul parce qu'ils ont toujours grandi, ils ont les mêmes potes qui peuvent un peu les tirer vers le bas, ceux qui peuvent les inviter à fumer. Tu vois, on ne s'en rend pas compte, c'est les parents qui disaient fais attention aux mauvaises fréquentations. Et dans mon cas, c'est à force de prendre des erreurs, tu as envie de t'en sortir. Donc tu essayes d'être un peu plus arrogant, tu essayes d'être un peu plus... tu essayes des solutions, peu importe. Et c'est comme si en fait, tu avais une sorte de serrure et tu testais une clé à outils, tu mets des cercles, des ronds, peu importe, un carré, etc. Et au bout d'un moment, tu trouves une solution. Et cette solution, soit elle est bonne, soit elle est mauvaise. Et malheureusement, il y a des gens qui, eux, portent le poids d'une erreur toute leur vie. Si par exemple, tu prends un enfant et tu lui dis qu'il chante mal ou qu'il est nul, en maths, moi en maths, j'étais extrêmement conditionné à être misérable, à être médiocre. J'avais des notes, j'avais 2 sur 20, 3, 4, je comprenais rien. Et ça m'a parcouru jusqu'à ma terminale où j'ai quand même fait une STI, donc sciences, technologies industrielles, ça n'existe plus maintenant, en génie électrotechnique quand même. Je veux dire, c'est une classe techno en parcours à mi-chemin entre la générale et la pro. Et donc tu développes des solutions et tu as envie de t'en sortir parce que tu te rends compte que c'est pas optimal, t'es pas à ta place. Voilà. Alors tu publies ton premier livre, Petites habitudes, grande réussite, 51 pratiques pour devenir la meilleure version de soi-même, aux éditions Erol. Donc c'est vrai que toi tu as commencé à t'intéresser sérieusement aux livres et à la lecture en 2016. Et 3 ans plus tard, tu publies ton propre livre. On peut dire que everything is possible. Oui, c'est vrai, c'est qu'à partir du moment où tu définis un objectif, un cap, un sommet, de la couverture, on voit un sommet, on voit une personne qui est dans l'humilité, tout petit, qui commence sa marche, puis ensuite on la voit avancer progressivement, donc elle est dans le pragmatisme, et arrive au milieu, il y a une sorte de soleil qui l'éclaire, donc il y a une personne qui on va dire proactive, elle se rend compte que c'est pas aussi facile que ça, qu'elle peut être fatiguée, qu'elle peut être en proie du doute, à l'anxiété, à des émotions, donc elle est justement en train de se tenir les cuisses un peu presque en signe d'abandon ou de difficulté, et après on la voit que la 4e personne, elle est dans la persévérance, donc elle ne lâche rien, elle est résolue, elle est ferme, elle est constante dans son objectif, et puis enfin
la dernière personne qui est dans son sommet, qui est en train de tendre les bras en signe de victoire et qui a atteint l'excellence. Tu as voulu vraiment décrire l'ascension et c'est presque toi qu'on voit finalement sur cette couverture. Mais presque, je pense, tout le monde en fait. Tout le monde peut s'identifier à... Alors moi, effectivement, objectivement, si on prend le fait qu'une personne publie son livre et qu'il a réussi, effectivement, je serai donc la personne qui est au sommet. Après, il y a forcément d'autres parties de ma vie où je suis justement ce petit personnage dans l'humilité qui ne sait rien et qui demande de l'aide. On n'est jamais au sommet tout le temps. Exactement. Et heureusement d'ailleurs. Et on n'a pas vocation à l'être non plus. Sinon, ça peut être fatigant de toujours respirer un air aussi pur, quoi. Il faut aussi un peu d'aspérité, d'eau croupie, de maladie, d'humidité pour justement être dans l'humilité. 3 ans, c'est quand même beaucoup. 3 ans durant lesquels tu as travaillé pour préparer ce livre. Mais concrètement, tu as mis combien de temps pour l'écrire ? Alors c'est vrai que je dis 3 ans, mais en vérité, je l'ai écrit en 1 an. Après, moi, je compte quand même 3 ans parce qu'il y a cette phase de déconditionnement où tu te libères d'une matrice, justement de ce qu'on t'a appris, ce qu'on t'a conditionné depuis petit, de par les profs, les parents, les amis. Donc apprendre déjà à sortir un peu de cette image, de ces récompenses qu'on t'a apportées petit, c'est une profonde remise en question. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on commence à changer ses habitudes, c'est par la remise en question et par la conscience. Et donc, je dis 3 ans parce qu'il y a eu la phase de souffrance où vraiment j'étais au fond malheureux misérable au fond du trou, en train de me comparer aux autres en permanence sur Facebook, à voir les photos de mes potes en vacances. Donc 3 ans, c'est un petit peu la période où tu as eu le déclic et tu as commencé à faire un travail sur toi-même. C'est effectivement donc, ça. En soi, ça c'est vrai que c'est pas beaucoup finalement 3 ans dans une vie, surtout après tout ce que tu as vécu. Moi, je pensais que c'était 3 ans d'écriture. Non. Donc c'est 1 an d'écriture à fond. Mais oui, on va dire ça comme ça. Après, j'ai quand même repris quelques paragraphes, quelques extraits de mes articles sur Medium qui ont été parmi pour moi les plus qualitatifs. Donc il y a quand même, je la compte quand même. Mais je dirais quand même 3 ans parce que symboliquement, 3 ans, ça représente quand même, ça peut être une licence, ça peut être le temps que dure l'amour selon certains auteurs, et ça peut être aussi le temps que ça prend pour pouvoir se développer et changer. En tout cas, toi, ça t'a permis de vraiment changer ta vie d'une certaine manière. C'est clair que si on voit le Onur d'il y a 25 ans, d'il y a 3 ans, je suis trop mature. Donc tu avais 25 ans. Voilà, donc j'avais 25 ans, donc il y a 3 ans, là je vais sur mes 28 ans cette année. Effectivement, quand je vois celui que j'étais, c'est-à-dire vraiment, pour rapidement recontextualiser, j'avais mon master 1, j'en avais marre des études, j'ai fait absolument de la pratique, j'ai participé à Ticket for Change, donc une nouvelle école pour acteurs du changement. Ça m'a déconditionné, ça a changé ma vie sur tellement de plans, je me suis remis en question sur tellement de choses, mais ça a aussi été un moment extrêmement douloureux parce que tu te rends compte de tous les mensonges en fait qu'on gobe tous tôt ou tard, quoi. Ouais, je vois de quoi tu parles. Voilà. J'ai ressenti la même chose à la fin de mes études. Voilà, tu vois, donc je pense que c'est un sentiment qui parcourt tout le monde. Après, c'est quel chemin on emprunte, quelle montagne on décide de gravir pour arriver à la même conclusion. Et pour ma part, donc il y a eu Ticket, après il y a eu justement cette phase un peu descendante, tu rebondis, après c'est qu'est-ce que tu fais de ces erreurs-là en fait ? Est-ce que tu vas t'en plaindre ? Est-ce que tu es une victime ? Tu dis que c'est la faute des autres, donc tu n'es pas proactif, tu es une victime. Tu es un consommateur, tu épuises l'énergie des gens. Au contraire, est-ce que tu décides de te reprendre en main, littéralement, de te reprendre en main, de dire « Oh, là, ça va pas là. Relève-toi, t'es tombé, c'est pas grave. » Il y a d'autres... Ça arrive à plein de gens et tu vas trouver des réponses. Et c'est là où j'ai commencé effectivement à lire des best-sellers. J'ai consulté du contenu, des podcasts, conférences, des meilleurs performeurs selon moi, donc artistes. C'est là où tu as découvert finalement de nouvelles choses, de nouvelles façons de voir la vie, de concevoir sa propre vie. Tout à fait. C'est là où on se rend compte qu'en fait, il y a plein de choses qui ne s'inventent pas. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Il y a des gens qui ont archivé, documenté leurs luttes, leurs réponses dans des livres. Et on se rend compte que pour pas cher, on peut avoir des idées qui peuvent coûter très cher dans sa vie. Ouais, c'est clair, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ce que je trouve génial, c'est que ton livre est publié par une grande maison d'édition, les éditions Erol. Ma question, c'est pourquoi tu as choisi de passer par un éditeur et de ne pas le faire en auto-édition ? Alors ça, c'est marrant parce qu'au départ, je n'ai pas choisi. C'est eux qui sont venus me chercher. C'est ça qui est Alors raconte-nous un peu cette histoire. Je vais raconter ça rapidement. En fait, ça c'est justement un médium. Donc quand j'ai commencé mon premier article le mardi 4 mars 2016, premier article sur la créativité, une ancienne employée de Pixar, Amy Coates, qui partage en fait ses meilleures pratiques pour devenir plus créatif. C'était vraiment mon premier article. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit, mais en tout cas j'avais envie de l'écrire. Et après, donc progressivement, je commence à avoir une petite légère visibilité sur Internet avec Medium France. Et puis là, je commence à résumer des best-sellers. Et puis je tombe sur un article de Tristan Harris qui raconte comment en fait la technologie manipule l'esprit des gens. Et effectivement, moi à cette époque-là, j'étais encore sur Facebook, Twitter, notamment sur mon smartphone, et j'avais un côté un peu zombie, un mode pilote automatique qui allait très souvent sur ces applications sans réfléchir. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'applications comme ça qui ont pénétré le quotidien des gens sans qu'on y pense. Mais bien sûr, c'est
hyper addictif. Je vous invite à écouter le dernier épisode, l'épisode 55, où j'explique justement pourquoi j'ai quitté les réseaux sociaux. Ouais, et c'est une bonne décision, c'est effectivement très justifié. Après, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent se dire mais c'est pas possible de vivre sans réseaux sociaux parce que justement, on est dans le conditionnement, on a appris et c'est extrêmement addictif. Et on n'a pas les armes, on n'a pas les outils parce que le cerveau pense beaucoup au présent et pas au futur. Il est obsédé par le présent. Bon, bref, ça c'est en tout cas, ça t'a inspiré pour écrire ton article. Voilà, ça c'est une petite digression, mais en fait, cet article-là m'a vraiment changé mon point de vue sur la technologie. Et c'est là où j'ai commencé à supprimer Facebook, Twitter. Et tout ce temps-là que je dépensais sur Twitter et Facebook, je l'ai retrouvé dans Medium, dans l'écriture. Et progressivement, tu as utilisé ce temps-là pour faire quelque chose de proactif et de positif pour toi. Exactement. C'est-à-dire, au lieu d'être victime à regarder les autres faire, je me suis mis à faire. Je me suis mis enfin à écrire. Même si c'était pas bon au début et que c'était pas forcément le résultat souhaité, ça m'a quand même permis de faire des erreurs. Encore une fois, on en revient à la boucle de rétroaction. Essai, erreur. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. De toute façon, le plus important, c'est de faire les choses. Exactement. Et donc, à force d'écrire, donc j'en ai écrit plus de 100 articles. Et puis là, donc j'ai résumé presque 78 best-sellers. Et là, en 2018, j'annonce à mes abonnés que je vais écrire un livre. Au départ, c'était autodidacte. Je voulais un peu rassembler les meilleures pratiques que j'ai pu rassembler des meilleurs best-sellers. Ah, donc au départ, tu avais le projet d'écrire un livre auto-édité. Exactement. Ok. Et c'était ça. Et puis 2 semaines après, hasard ou coïncidence, je ne sais pas. Ou loi d'attraction. C'est possible. Je ne suis pas familier avec ce terme-là, précisément, loi à l'attraction, mais pourquoi pas. Et donc Erol, donc Florent Miguerou, donc responsable éditorial chez Erol en catégorie business, efficacité pro-perso, me contacte. Il me dit bonjour, voilà, donc je découvre votre résumé du livre Hooked de Nireyal. Je trouve que c'est un très bon résumé, c'est le meilleur que j'ai pu lire. J'ai découvert un peu vos travaux, l'écriture est originale, pertinente, dans l'air du temps. Est-ce que vous voulez qu'on s'appelle ? Je me dis, c'est une blague. Au départ, tu n'y croyais pas ? Bah oui. Après, c'est là où je vois effectivement l'adresse @erol.com. Tu te dis, ok, c'est sérieux. C'est vraiment sérieux et je trouve ça un peu dingue de se rendre compte qu'il y a 2 semaines auparavant. C'était le bon timing en fait. C'est ça, ça tombe au bon moment. C'est la chance. Incroyable. Quoi. Et là, on se contacte, on s'entend super bien. 1 semaine après l'appel, on se rencontre et là, on commence déjà à chapeauter le plan, on va dire, du livre, plus ou moins. Il me dit, voilà, ne faites pas le livre ce que vous pensez faire parce que ça peut être un peu délicat au niveau de l'originalité, mais par contre, faites un livre, parlez des habitudes. C'est très peu exploité en France. Effectivement, là, je les rejoins, c'est vrai que c'est pas connu en France. Donc vous avez fait une sorte de brainstorming au départ ? Plus ou moins. C'était un peu une rencontre au départ plutôt informelle, mais lui, je pense qu'il avait déjà ses projets pour moi. Quoi. Il s'est dit, ce mec-là, il faut absolument... il a quelque chose à dire, quelque chose à défendre. Faisons-lui confiance. Ouais. En tout cas, moi, la leçon que je retiens de ton histoire, qui est quand même incroyable, c'est qu'on ne sait jamais qui nous lit, qui nous écoute, qui regarde nos vidéos, qui écoute nos podcasts, qui lit nos articles. On ne sait jamais sur qui va tomber en fait sur notre travail. Et le plus important, c'est de toujours donner le meilleur de soi-même, essayer de produire un contenu de qualité, être toujours au top, viser l'excellence, parce que finalement, il ne suffit que d'un article, c'est ce qu'il a fallu pour toi, pour réaliser un de tes plus grands rêves, à savoir écrire ton propre livre. Donc ça, c'est vraiment incroyable comme histoire. Mais écoute, c'est là où on se rend compte que des petits pas, s'ils se répétaient au quotidien, deviennent des habitudes saines et qui, à long terme, peuvent aboutir soit à de grandes réussites, soit à de grandes problématiques aussi. Et ça, c'est tout l'enjeu justement des habitudes. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Alors, travailler avec un éditeur, ça sous-entend que, forcément, il y a un rapport qui est différent que quand tu es en auto-édition, notamment en termes de business. Le livre coûte 19 €. Oui. J'aimerais savoir combien d'euros te reviennent à toi directement. 8% actuellement, tant que le livre est en dessous de 3000 exemplaires. Donc ça fait combien au final ? Ce qui fait environ 1,62 €. 1,62 € sur les 19 €. Ouais. C'est quand même peu. C'est relativement peu. Pas ça injuste ? Alors oui, effectivement, au départ, quand on annonce les chiffres, tu te prends un petit coup de poing dans l'estomac. Mais après, tu comprends l'intérêt. C'est qu'en fait, une économie du livre, c'est extrêmement fragile. Ça, j'ai pu justement le découvrir à l'issue de la chaîne de production de l'ouvrage. Donc, tu as beaucoup de gens qui travaillent autour. Tu as l'éditeur qui touche plus ou moins un tiers, mais c'est pour financer. Déjà, c'est pour les bénéfices pour l'éditeur. Ensuite, tu as le libraire qui prend 30%. Oui. Après, tu as aussi le coût de production du livre, donc la distribution, parce que Erol est libraire, distributeur et éditeur. Donc, c'est quand même, en plus, une maison indépendante. Donc, c'est quand même particulier à souligner. Et donc, tu te rends compte qu'en fait, oui, il y a beaucoup d'acteurs autour du livre. Et donc, si tu te prends un peu plus, au moins d'être un grand auteur qui vraiment fait du chiffre, là, effectivement, tu peux prendre 2 voire 3 fois plus de droits d'auteur. Mais dans mon cas, je suis jeune auteur, je suis découvert, je peux pas me plaindre, quoi. Mais du coup, c'est quoi l'avantage pour toi de passer par une maison d'édition ? Alors, j'y ai réfléchi récemment. Parce que financièrement, c'est pas intéressant, bien sûr, évidemment, mais je pense qu'il y a plusieurs... Pareil, là, il faut penser à long terme. Il ne faut pas penser à l'argent, je pense. Dans mon cas, je pense que ce qui est intéressant d'abord, c'est que l'économie du livre, donc très fragile, mais la meilleure façon de vendre un livre,
c'est pas sur Internet encore. En France, c'est dans les librairies. Et donc, qui de mieux qu'un éditeur qui justement a des relations, donc des commerciaux qui eux font un tour de France pour aller voir des libraires ou des grandes enseignes comme la Fnac, Cultura, De Citre, Furet du Nord, Payot et d'autres, qui leur disent voilà, tel livre intéressant, et puis si du coup tu l'entreposes dans une librairie, tu le rends visible, mais vraiment visible, physiquement visible, et pas sur Internet. Ça fonctionne sans pile, sans électricité, c'est là, c'est physique, on peut le toucher, il est tangible. Donc c'est d'abord ce réseau-là qui est intéressant. C'est exactement ce que nous disait justement Olivier Roland, que j'ai reçu aussi dans le podcast. C'est vraiment un grand intérêt. Et en plus, ce qui est cool, ce qui est bien, c'est qu'Erol est une grande maison, donc, mais le risque, c'est que tu peux risquer d'être noyé par autant de titres. Erol vend 400 livres, sort pratiquement 10 livres par semaine. Comment tu fais pour tirer ton épingle du jeu ? Comme déjà Erol m'a trouvé, donc déjà eux ils avaient déjà des projets pour moi. Donc l'épingle du jeu, je pense effectivement, c'est de venir avec un sujet novateur qui n'a pas été fait, en tout cas pas avec un tel angle. Et comme l'avantage c'est que le sujet des habitudes est effectivement très populaire aux États-Unis, enfin le monde anglophone, il y a des livres comme Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg, Power of Habits, oui, que j'ai lu, qui est génial aussi. Et qui est traduit en français aux éditions Flammarion. Tu as aussi Atomic Habits de James Clear, un homme qui m'inspire beaucoup. Qui va être traduit, je pense, en France bientôt. De toute façon, les habitudes, on les retrouve un peu dans tous les grands ouvrages. Napoleon Hill, Dale Carnegie, tous évoquent quand même les habitudes parce que c'est important. Tous en parlent, mais je pense qu'on n'a jamais eu autant d'outils pour les comprendre aujourd'hui. Vraiment, voilà, maintenant, on peut comprendre pourquoi quelqu'un agit, quels sont les leviers qui le poussent à agir, quel levier il faut actionner pour pouvoir inciter quelqu'un à passer son temps sur Instagram ou sur Facebook. Des gens sont payés très cher pour ça. Notamment, ça, c'est dans Nereal Hooked, un livre vraiment fascinant, plus une édition Erol. Et oui, je pense qu'on tire l'épingle déjà. Enfin, quand on voit un peu mon parcours, c'est une personne qui, en gros, était dans la merde, voilà, je dis très trivialement, et qui se pose des questions sur comment réussir. Et à partir de cette réflexion, j'amorce des recherches. Je cherche à consulter un peu les meilleurs contenus par rapport à mes propres problématiques. Je les partage à travers des écrits, des leçons de vie, des apprentissages, Et puis, j'en rassemble ni plus ni moins les meilleures pratiques que j'ai pu expérimenter moi-même. Alors, pas toutes, bien sûr, il ne faut quand même pas non plus exagérer, mais une grande partie, je les ai essayées. En tout cas, je sais plus ou moins comment les appliquer. Et en l'occurrence ici 51 habitudes, oui. Après, il y a plus de 250 conseils pratiques. Tu as lu le livre, tu as pu voir que c'est très dense et très divers et varié. Donc après, c'est vraiment apporter une sorte de recueil, un guide pratique qui puisse aider chacun dans cette problématique, quelle qu'elle soit, de s'approprier un problème et de le résoudre. Alors moi, au NUR, je me suis beaucoup intéressée au processus d'écriture des grands auteurs, notamment Paulo Coelho, qui expliquait qu'il se force en quelque sorte chaque matin à se mettre devant son ordinateur pour écrire. Il n'attend pas que l'inspiration lui vienne, parce que c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas, c'est complètement aléatoire. Donc lui, il se dit juste qu'il doit écrire et qu'il ne bougera pas de sa chaise tant qu'il n'a pas produit le nombre de pages qu'il s'est fixé. Je trouve que c'est super intéressant comme concept. Toi, c'était quoi ton processus d'écriture ? Alors moi, dans mon cas, c'est un peu particulier parce que je dirais que j'écris tous les jours, mais ça peut être très bien un mot, une phrase, une pensée, peu importe. Après, dans le cadre du livre, il y a eu des phases de montagne russe. C'est-à-dire, il y a eu le début, on va dire, où tu ne sais pas comment faire, parce que c'est la première fois que j'écris un livre, il faut définir un plan, c'est un peu anxiogène. Au départ, je comptais écrire 101 habitudes. Oui. Et t'es passé à 51. Je suis passé à 51 parce que tu te laisses aussi la possibilité d'écrire un deuxième livre par la suite. Peut-être. En tout cas, j'ai vraiment cherché à prendre les meilleurs et les plus pragmatiques. Parce qu'au départ, il va y avoir aussi des habitudes. Enfin, t'as vu, il y a des thématiques comme productivité, organisation, santé. Productivité au départ. Voilà. Après, plus centré sur le self-development, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais pareil. Plus un travail sur soi en fait. Ouais, je vois. Après, il y a santé, relations sociales. Et au départ, j'avais prévu aussi créativité et bien-être. Sauf que c'est tellement abstrait comment ça se mesure la créativité et comment se mesure le bien-être. Alors que la productivité, ça se mesure. T'es efficace, t'es pas efficace. Tu rentres. Donc en fait, au départ, savoir une ligne directrice et se dire, ok, je veux des habitudes qui me permettent d'avoir des méthodes et des actions concrètes. Donc ça, déjà, ça te permet de faire un filtre et de sélectionner celles que tu as envie de mettre dans ton livre. Alors moi, je pense que le truc, l'astuce que je pourrais donner effectivement, qui me semble vraiment pertinente, c'est d'abord circonscrire un peu le sujet. C'est-à-dire, il y a la carte et le territoire. Il y a ce qu'on veut explorer et il y a ce qu'on a devant soi. Donc moi, dans mon cas, effectivement, quand Florent Miguirou m'a suggéré les habitudes, ça me semblait évidemment une évidence par rapport à mon travail, par rapport à mes lectures. Et puis après, donc il y a un plan. Donc au départ, c'était assez, forcément, c'était très brouillon. C'était pas du tout le plan du livre. Donc il y a beaucoup de phases d'itération. On en revient, c'est bien, pas bien, etc. Donc tu fais pas un premier jet comme ça en écrivant ce qui te passe par la tête. Il faut d'abord définir un plan au préalable. Ah, toujours. Moi, je pense qu'en tout cas, peut-être pas pour l'article, parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut être beaucoup plus spontané, authentique, sans avoir besoin de plan. On peut écrire un peu à l'envie, à l'instinct. Mais pour un livre, oui, c'est essentiel pour au moins pas se perdre. De dire, ok, je pose telle pierre ici, dès que je l'ai atteinte, je passe à l'autre phase. Je gravis telle étape de ma montagne, je passe à l'étape suivante. Et ça permet en fait d'avoir des indices de progression. Et dans mon cas, ça a été le plus difficile. Ça a été vraiment je pense, référencer les habitudes. Parce qu'on se dit, est-ce qu'elles sont pertinentes, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce que le pourquoi est suffisamment intéressant, est-ce qu'il y aura des pratiques, des bonnes stratégies à livrer.
Mais avec du temps, de la patience, de l'abnégation, on finit toujours par trouver. Et donc, c'était quoi ton processus? Est-ce que tu te forçais, à la manière de Paulo Coelho, d'écrire chaque jour, de te mettre devant ton ordinateur et de te dire « Ok, je bouge pas tant que j'ai pas écrit tel nombre de pages ». Bah ça, je dirais que c'est effectivement la bonne pratique que tout le monde devrait avoir s'il veut écrire, c'est-à-dire au moins écrire, se forcer en tout cas à écrire, mais après, au bout d'un moment, si ça vient pas, ça vient pas en fait. Moi, je me force plus, hein, donc je n'ai pas écrit tous les jours non plus, faut pas non plus se mentir, mais il y a eu des phases. En fait, moi, je pense qu'il y a eu une phase de libération. En fait, pour raconter un peu l'histoire personnelle, j'ai eu une phase où j'étais vraiment en doute sur ma capacité vraiment à aller jusqu'au bout au départ, parce que je me dis c'était un projet tellement grand, enfin la procrastination quoi, tu vois la somme de la montagne, tu te sens pas capable, limite syndrome de l'imposteur, c'est la peur qui te parcourt, qui te franchit, qui t'empêche d'agir. Et tu te dis, mais je vais quand même écrire un livre sur les habitudes. Enfin, je ne suis pas scientifique, j'ai un bac +4, un master en sciences de l'infocom. C'est marrant, même avec tout le travail que tu as accompli à travers la revue Essentielle, tu t'es posé ce genre de questions. Mais bien sûr, évidemment. C'est parce qu'on parle quand même d'un livre, on parle quand même presque d'un héritage qui pourra suivre après mon... Voilà. Donc, je veux dire, c'est une certaine pression. Bien sûr, évidemment. Et puis, en plus, il y a aussi les compétiteurs. Donc, il y a beaucoup d'attentes. On t'a cherché, on t'a trouvé. Il y a plein de personnes qui auraient rêvé d'être à ma place. Pourquoi moi? Pourquoi pas d'autres? Donc oui. Mais moi, je me souviens que tu me disais justement que tu avais une période où tu t'es isolé oui. Pour écrire, vraiment à la manière d'un ermite, limite. C'est ça. Donc, à quoi ressemblaient tes journées? Elles ne se ressemblaient pas en fait. Parce qu'il y avait justement cette grande liberté. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant. Il y avait le mode focus où tu écris, où tu es à fond. Et tu as le mode diffus, où en fait tes synapses, tes neurones sont un peu comme un flipper, tu vois, où la balle peut partir un peu partout. Alors que quand tu es focus, plus rien ne peut passer. Tu n'es que concentré sur l'activité en question. Alors que quand tu es en mode diffus, genre tu te balades, tu fais une douche, tu sors, tu joues à un jeu, tu procrastines, bah, tu crées justement ce terrain de jeu pour la créativité et elle immerge. Quoi. Et au bout d'un moment, des fois, il m'arrive de me lever à 2h, 3h du matin parce que j'avais une idée. Mais tu décides pas. Quoi. Mais en fait, ça dépend de chaque personne. Bien sûr. On n'a pas tous le même process. Carrément. D'accord. Et donc, tu as eu combien de relectures au total? Oh là là. Ça, je pense que c'était la partie la plus fastidieuse et la plus difficile, parce que l'écriture effectivement elle est longue, elle est périlleuse, elle est exigeante, mais quand tu te dis le livre tu l'as écrit, t'es au sommet quoi, pratiquement t'es à 90%, c'est fini, en fait on te dit non en fait il y a des relectures. Waouh. Et là tu te dis quoi? What? Et je pense que j'ai dû relire le livre au moins 20 fois, voire 30 fois peut-être facile. Toi-même? Ouais. D'accord. Mais en mode rapide, et si on fait le calcul, 85 000 mots, donc x 30, il faut le calculer. Bon, ça va peut-être faire au moins, je ne sais pas combien de Seigneur des Anneaux ou autre, mais beaucoup. Mais au bout d'un moment, presque tu oublies ce que tu as écrit, parce qu'en fait, tu cherches juste la faute, tu cherches la petite bête, et c'est un peu contre-productif, mais on va faire du bon boulot. Donc ce qui se passe, c'est que durant... en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au bout d'un moment, pour foutre un peu la pression, j'avais invité 12 amis, 12 proches, à relire le livre. Il y a à peine 15 000 mots. Mm-hmm. On était en août. Je devais remettre le livre en septembre. Ah, donc tu avais une deadline en plus à respecter. Ah ouais, non, mais il y a vraiment une libération. Tu devais le remettre en septembre, le livre? Ouais, à la base. Ok, donc il est sorti en mars. Donc déjà, tu n'as pas respecté la deadline. Enfin, pas sorti en septembre. Il devait être le compuscrit, donc manuscrit virtuel, devait être remis en septembre, donc fin septembre, on va dire. Okay. Après, j'ai reporté d'1 mois pour le titre. Après, on a reporté encore d'1 mois. Et après, tu te rends compte que grâce aux relectures, en fait, c'est pas fini parce que tu peux réécrire par-dessus. Et forcément, à force de... En fait, ce livre, j'ai grandi avec. Donc forcément, quand tu te rends compte qu'il y a des imperfections, où tu peux l'améliorer, tu le fais. Et donc l'éditeur a été, je tiens quand même à souligner, Erol a été extrêmement bienveillant envers moi. Alors que c'est pas tous les jours qu'on peut... Vraiment, Florent Miguerou, qui a été d'une patience, d'un calme olympien, et qui m'a permis vraiment d'écrire un livre dont je suis extrêmement fier. Parce que si vraiment il avait été rendu en l'état en septembre... ça n'aurait jamais été comme ça. Ça, c'est peut-être aussi l'avantage numéro 2 de publier un livre avec une maison d'édition, c'est d'être entouré par une équipe, par des professionnels, par des personnes en tout cas qui peuvent t'aider sur le moment, voilà, à avancer, à évoluer quand toi, tu galères un peu. Ce qui est particulier, c'est que honnêtement, je ne pense pas avoir été tellement accompagné. Je pense que le début, effectivement, a été bon, dans le sens où voilà, le plan, qu'est-ce qu'on fait, des retours, important le feedback, est-ce que c'est bon ou pas. Ça te permet rapidement de savoir si tu es dans la bonne direction ou pas. Après, on ne m'a pas dit ne fais pas ci, fais pas ça. On m'a vraiment laissé une forme de liberté. À partir du moment que le chemin était tracé, on va dire défini, il y avait le reste était à faire, quoi, tout simplement. Bon, alors on va rentrer un peu dans le vif du sujet du livre, les habitudes. Personnellement, j'ai beaucoup aimé l'habitude numéro 1, qui est la base selon moi, mais je vais laisser les auditeurs découvrir de quoi il s'agit. Il y a une autre habitude sur laquelle j'aimerais faire le focus, c'est l'habitude numéro 26. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est ? Alors, dis rien, du coup, je le fais sans regarder mon livre. Sans regarder le livre. C'est se lever tôt le matin.
Exactement, levez-vous plus tôt. Alors figure-toi Onur que moi je me suis lancé un challenge pour ce mois de mars, c'est me réveiller 1 heure plus tôt justement, et j'ai invité les membres du groupe privé à le faire avec moi, et de nombreuses personnes ont accepté le défi. Pourquoi tu l'as inscrit comme une habitude, une bonne habitude pour atteindre la réussite ? De façon très simple, c'est quand tu vois beaucoup de personnes qui réussissent, citent souvent l'habitude comme étant se lever plus tôt comme étant un moment extrêmement stratégique parce qu'on n'est pas sollicité, parce que c'est le début de la journée, donc on peut y placer des activités intéressantes, comme méditer, lire, penser à sa journée, écrire dans son journal. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais c'est extrêmement stratégique de bien commencer la journée. Parce que si tu te lèves du mauvais pied, ta journée va en pâtir aussi. Alors que si par contre tu te lèves avec enthousiasme, dynamisme, entrain, envie, excitation, et que tu te lèves comme si chaque jour c'était un peu ton anniversaire, on va dire, il n'y a pas photo, tu te démarques de la concurrence. Donc pendant que tu es debout 1 heure plus tôt et que tu as fait je sais pas, ton sport, ta lecture, ta méditation, ta visualisation, ton écriture dans le journal, tu en as un qui se lève en train de préparer son café. Ouais, c'est clair, Donc, tu te conditionnes en tout cas pour passer une meilleure journée. Toi Onur, tu te lèves à quelle heure ? J'ai pas de réveil en fait. Moi, comme je suis, on va dire, j'ai la chance ou la malchance, ça dépend de comment on le prend, mais comme je ne suis pas salarié, je n'ai pas un cadre. Je peux m'imposer un cadre effectivement pour pouvoir être plus productif, pour pouvoir écrire le livre, pour me consacrer à mes projets, mais je n'ai pas de cadre. Donc du coup, ce que je peux dire, c'est qu'en moyenne, je me couche vers 22h, 22h30. Ça, je peux te le dire, en moyenne. Je me fixe des limites. Donc par exemple, c'est hyper important d'avoir les limites à se fixer, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, sur quoi on transige pas. Ouais. Mais je te dirais donc 22h30, je me couche, à 21h, 20h, j'éteins l'ordinateur pour justement amorcer cette phase de déconnexion, de phase où on passe du travail à la détente. Une phase super importante. Ah oui, vraiment, ça je pense, ça a été vraiment c'est très important pour les gens, je pense, de s'approprier un espace. Mais t'en parles justement dans le livre, Ouais, j'en parle, le fait de vraiment se créer un environnement adéquat pour pouvoir dormir et profiter pleinement de son sommeil. Habitude numéro 17, je crois. C'est créez-vous un sanctuaire du sommeil. Non, 16, pardon. Oui, un sanctuaire de sommeil. Ouais, ça, c'est la 16. Ouais. Après la 15, c'est dormir. Après la 17, c'est la lumière. Donc voilà, tu n'as pas forcément une heure spécifique où tu te réveilles, mais en tout cas, tu accordes toujours un temps précis pour mettre sommeil en place ce qu'on appelle une routine matinale. C'est ça. Alors après, c'est particulier. Moi, je pense plus que la routine matinale, c'est un peu un terme qui est un peu à la mode, notamment qui a été mis en avant par Hal Elrod, qui a écrit un best-seller, Miracle Morning, Oui. et après qui a été repris par certaines personnes. Mais en fait, en vérité, on a tous notre Miracle Morning à nous. Après, c'est vrai que dans les habitudes, ce qui est intéressant, et ce qui fait d'ailleurs sa pertinence, c'est que j'aime beaucoup poser cette question aux gens que je rencontre par rapport... Laquelle ? Je vais y arriver, d'ailleurs, je peux d'ailleurs te la poser, Manal. Vas-y. Comment tu occupes ta première heure de la journée ? Ah bah écoute, pendant longtemps justement, je l'ai occupé comme la majorité des personnes, c'est-à-dire à snoozer, à appuyer sur le bouton pour pouvoir me réveiller le plus tard possible et partir dans un état catastrophique au travail. Ça, c'est quand j'étais salariée. Et puis une fois que je me suis mise à mon compte, j'ai vraiment tout revu, complètement mon lifestyle, et j'ai décidé justement de m'inspirer notamment de Hal Elrod. Alors j'ai testé son Miracle Morning qui ne fonctionne pas forcément sur moi. Bien sûr. Moi, je peux pas me réveiller à 5h du matin et vraiment mettre en place toutes les actions que lui préconise. Donc voilà, j'ai testé pas mal de choses et je suis arrivée à un programme qui, moi, me convient. Donc la première heure, c'est vraiment une heure que je me consacre à moi pour lire, pour écrire, pour écouter un podcast, pourquoi pas. Dès le matin. Ouais. Surprenant ça. Oui. Et en prenant mon petit déjeuner, par exemple, j'aime beaucoup écouter. J'aime bien me mettre dans un environnement où j'entends parler anglais. Dès le matin. Oh. Donc, parce que voilà, j'évolue vraiment dans cet environnement-là. Et puis récemment, je me suis mise aussi à la méditation, chose que je ne faisais pas auparavant. Donc voilà, 5-10 minutes à méditer. Mais en tout cas, c'est toujours une heure que je consacre à faire des choses pour moi, pour mon bien-être. Et honnêtement, oui, ça change complètement la vie. C'est clair qu'on ne commence pas sa journée de la même manière. Donc oui, moi, je suis complètement convaincue des bienfaits de se lever, alors déjà un peu plus tôt, pour avoir la possibilité de mettre ça en place. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit se réveiller à 6h du mat, on est d'accord. Exactement. En plus d'ailleurs, dans le livre, à un moment donné, je dis qu'on peut même se créer une routine matinale avec seulement 6 minutes. On peut faire 1 minute de méditation, 1 minute d'affirmation, 1 minute de visualisation, 1 minute de sport, ça peut être des pompes, 1 minute d'écriture et 1 minute autre chose. Mais il suffit juste de commencer en fait. À partir du moment où on se crée les conditions, on plante la graine et qu'on l'arrose un peu chaque jour, c'est pas un problème. Mais il faut au moins commencer. Je pense que ce qui est bien, en tout cas pour ma part, ce que j'aime, c'est me réveiller et tout de suite me sentir inspirée. C'est ce qui me motive en fait à commencer ma journée et faire des choses extraordinaires pour moi en fait. Voilà. C'est pas me réveiller et être tout de suite dans le stress et l'anxiété. Forcément, on fait rien de bien avec cet état d'esprit.
Et oui, comme tu le disais, il faut mettre en place cette habitude et c'est comme ça qu'on nourrit un état d'esprit positif. Bah, tu vois là, en comparaison, si on prend un peu ta routine matinale et on prend celle d'une autre personne qui, elle, se lève, snooze à fond, ensuite sort son téléphone, Instagram, réseaux sociaux, réponse aux mails dès le matin, donc est dans un temps réactif. Il y en a, je te dis parce que ça c'est véridique, hein. Oui. On me l'a dit, il y a des personnes qui répondent à leurs mails dans le lit, C'est pas possible. dès le matin. Bah, Genre c'est la première chose qu'ils font. voilà. C'est incroyable quand En même. plus, c'est pas leur temps pour eux, c'est un temps réactif. C'est pas Ouais. un temps proactif, c'est-à-dire qu'ils répondent à l'agenda des autres. Ouais. Parce que généralement, les courriels, c'est quoi? C'est les gens qui t'envoient des messages pour te dire, pour formuler une requête, une demande, une sollicitation. Et c'est pas pour toi. Donc du coup, je crois alors, un petit conseil pratique du coup aux auditeurs, la première heure de la journée, même si c'est pas facile, pas de téléphone quoi, ou en tout cas couper mode avion quoi, mettre un petit podcast comme le Manal Show ou bien un peu de musique, ok, ça peut être sympa, mais ne vous laissez pas tenter parce que soyez dans un temps proactif, responsabilité, un temps pour vous. Enfin à la base, ce que votre corps réclame, c'est pas de répondre à un mail, hein. C'est de manger, c'est de remettre un peu de carburant dans le corps. Et de repartir le plus belle, d'être justement inspiré cette journée, parce que sinon tout le reste est tellement néfaste. Et tu vois, cette simple décision là, de regarder son profil, tu perds 20 minutes, et après, j'ai pas le temps de manger, donc du coup, tu sautes le petit déjeuner, et tu pars, et tu reproduis ça fait ça. effet boule de neige Et en fait, il y a des répercussions ultra négatives tout au long de la journée. Bon, en tout cas, voilà, nous on peut que vous conseiller de suivre cette bonne habitude, c'est la numéro Celle-ci, la 26. La 26 que vous allez découvrir plus en détail, en profondeur dans le livre. Alors il y a aussi l'habitude numéro 34, est-ce que tu te souviens de ce que c'est ? Écoutez les podcasts. Écouter des podcasts, exactement. C'est une habitude que je n'ai pas lue dans aucun autre livre, donc j'ai trouvé ça génial et forcément ça m'a beaucoup intéressée. En quoi le fait d'écouter des podcasts, c'est une bonne habitude à prendre ? Écouter un podcast, c'est apprendre presque sans y penser. Donc déjà, c'est un audio qui... l'audio, en fait, ce qui est bien avec l'audio, c'est que ça permet de pas trop solliciter le cerveau. C'est quelque chose qu'on peut conjuguer avec notre activité presque routinière comme la marche, la douche. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on écoute le podcast. C'est lorsqu'on est un peu dans un moment où on n'a pas vraiment trop d'emprise sur soi. La marche, on marche, on avance. La voiture, on roule, on subit un peu le trafic. La douche, on peut pas faire autrement. Et l'audio, en fait, c'est une manière de diluer une connaissance, de planter des graines dans l'esprit de son cerveau. Il y a un terrain fertile qui peut accueillir justement de nouvelles idées. Et en plus, tu vois, on en revient encore une fois à ce mode focus et ce mode diffus qui justement permet d'accueillir de nouvelles inspirations. Et donc l'audio, ce qui fait vraiment son intérêt, c'est qu'on peut vraiment le consommer quand on veut. Ça ne sollicite pratiquement aucun effort de pensée, juste celui d'écouter. Après, on peut prendre des notes, bien sûr, hein. Mais c'est une manière d'apprendre à moindre coût, en fait. À moindre coût cognitif, à moindre coût énergétique, à moindre coût tout court. En tout cas, j'invite tous les auditeurs à vraiment faire le focus sur l'habitude 34. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel qui vous attend aussi, en tout cas moi qui m'a fait très plaisir. Et on n'en dit pas plus sur le livre évidemment, parce que moi ce que je veux, c'est que les auditeurs, les personnes qui nous écoutent, se procurent le livre pour découvrir les 51 habitudes. Et vraiment, vous allez voir, il y a des vrais enseignements, des vrais conseils, des méthodes, avec un concept... que j'ai adoré parce qu'il y a le pourquoi, le comment. Donc voilà, vous allez pouvoir actionner directement les conseils qu'Onur Karapinár a partagés avec vous. Merci. Alors aujourd'hui, moi je trouve qu'on vit dans une époque absolument formidable. Il y a pléthore d'informations et de contenus. On peut se former et apprendre sur tous les sujets. Le savoir est accessible en un clic. Il suffit simplement de sortir son smartphone et on peut suivre un cours universitaire de l'université de Stanford. On peut suivre une formation en réalisation de films dispensée par Spike Lee, rien que ça. Ou encore lire un livre de Napoleon Hill qui a été écrit il y a un siècle. C'est formidable. La connaissance n'a jamais été aussi facile d'accès, mais le problème que je constate, moi, ce n'est pas moins l'accès au savoir que l'application de ce qu'on apprend, ce que j'appelle le passage à l'action. Et c'est tout l'objectif de ce podcast, justement. Alors toi, Onur, qu'est-ce que tu mets en place pour appliquer concrètement ce que tu apprends ? Sacrée question celle-là. Concrètement, d'ailleurs, ça me fait penser à une habitude aussi dans le développement personnel sur rester dans un état d'apprentissage continu. Habitude numéro, je crois, 32, si je ne dis pas de bêtises, bon, je peux me tromper. Mais tout ça pour dire que apprendre est essentiel et effectivement comme tu l'as très bien relevé, il y a une infinité de savoir et du coup on s'y perd très facilement. On parle d'ailleurs d'infobésité, on se noie dans l'information, on ne sait pas se l'approprier et je pense d'ailleurs ça vient de là en fait le problème, c'est qu'il y a tellement de ressources d'information qu'on ne sait plus ni par où ni comment commencer. Alors c'est quoi toi ta solution ? J'allais y venir justement dans cela. Moi j'applique un principe qui est une question de Gary Keller qui est très simple mais qui est essentiel, c'est quelle est la seule chose que je puisse faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste sera plus simple, voire inutile. Donc en gros, par rapport à ma problématique du moment, qui est là, on va dire la promotion de mon livre, puis plus tard la monétisation de mes services qui vont venir, je dois lire des contenus qui ont un rapport avec
cela, marketing, entrepreneur, etc. Donc, j'apprends en me posant d'abord cette question qui me guide, un peu comme une boussole, et je sais à quoi dire oui, à quoi dire non. Donc, forcément, si tu poses la bonne question et que tu trouves le bon contenu, tout le reste est plus simple. Donc, tu sais comment après apprendre, passer du temps là-dessus, te l'approprier, apprivoiser le sujet, te le répéter, travailler ton storytelling, préparer un marketing, contacter des personnes pour en faire promouvoir ton livre. Et là, tu sais quoi faire. Donc, En fait, ce qui est important, c'est de définir un objectif. c'est ça. Et après, tu choisis le contenu qui va te permettre justement d'atteindre l'objectif. Mais ce contenu-là, c'est simplement des clés, des étapes qui vont te permettre d'y arriver. À partir du moment où tu te poses la bonne question, ton cerveau va automatiquement visualiser le résultat et les étapes d'action pour pouvoir y parvenir. C'est un peu comme cette montagne, justement. Une fois qu'on a le sommet, au lieu de se dire, je vais, peu importe comment tu le prends, tu prends un hélicoptère, un jetpack, y aller en lama, enfin on en revient au lama, running gag, ou y aller avec un champion du monde, peu importe. Après c'est le moyen, mais il faut au moins le sommet. Quelle montagne je prends? Est-ce que je prends le Kilimandjaro ou l'Annapurna, qui est réputé comme étant l'un des monts les plus difficiles? Donc tu vois, et selon ton niveau, selon tes besoins, tu arrives à trouver les bonnes étapes, tout simplement. Donc d'abord, vraiment se fixer un objectif. Se poser la bonne question, je pense d'abord. Se poser la bonne question, se fixer l'objectif et après lire tout ce qu'on peut lire de contenu intéressant autour de cette idée, de cet objectif. Exactement. Ce qui est quand même fascinant, c'est qu'on a dans les ouvrages, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir apprendre une compétence. C'est clair. Enfin, c'est quand même dingue que les gens ne s'en rendent pas compte. Et tu sais, il y avait un des mentors qui s'appelle Selmi Derefer, il m'avait dit une phrase qui m'a fait vraiment amuser. Il m'avait dit aujourd'hui, les gens ne lisent plus et tu peux inspirer plus de gosses en mettant une photo Instagram de Vin Diesel que de lire un livre, et en mettant quelques citations. Malheureusement. Tu vois, parce que justement les générations ont changé, on n'a plus les mêmes usages, on n'a plus les mêmes coutumes, et justement la technologie est en train de s'aborder tellement de choses en nous qu'on n'arrive plus à vivre dans ce monde qui est tellement hautement addictif, et on perd du bon sens. Moi j'appelle ça les consommateurs de contenu inspirant. Et il y a quelque chose que j'ai mis en place et que je préconise aussi pour commencer, pourquoi pas, c'est de sélectionner 2 ou 3 sources en qui on a confiance en fait. Les suivre, suivre leurs enseignements, essayer d'en tirer le meilleur et pas multiplier plein de sources d'informations. Exactement. Parce qu'à un moment donné, déjà, humainement, on ne peut pas tout appliquer, c'est impossible. Bah oui. Et on perd un temps fou. Exactement, Manal. Mais là, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, un conseil par rapport à ça que je suggère, c'est qu'il faut absolument couper toute source on va dire, de distraction. C'est-à-dire, par exemple, sur Facebook, on a tous des groupes où un pote nous a inscrits, où on s'inscrit nous-mêmes, et en fait, qui s'avère être inactif, ou dont le contenu n'est totalement pas pertinent. Déjà, commencez par supprimer ces groupes où vous n'avez aucun intérêt à y être, aucune source d'intérêt. Quitter ces groupes-là. C'est contre-productif. Totalement. Parce que l'environnement en fait conditionne aussi la personne dans sa façon de faire, dans ses habitudes. Si par exemple tous les jours tu lis du contenu on va dire triste, tu vas être triste. Si tu lis des contenus des contenus inspirants, tu vas être inspiré. Mais après, et si tu vois des gens qui agissent, tu vas agir. D'ailleurs, c'est une habitude dans le livre, c'est de trouver sa tribu. Donc tu vois, par exemple, toi avec Manacho, tu as le club. Oui, on a une vraie communauté. Voilà. Et moi, j'ai Essentiel, qui est aussi ma communauté, tu vois, 500 personnes chacun. Donc, tu vois, et chacun, à son niveau, parvient à apporter une culture, une façon de faire, des apprentissages. Et les gens, du coup, sont dans une émulation. Et en fait, si tu veux, il faut créer un espace où le caractère recherché soit la norme. C'est-à-dire, par exemple, dans le groupe Essentiel, la norme, c'est le développement personnel, l'amélioration de soi. C'est-à-dire qu'on a des membres qui veulent devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, pour ça, je propose du contenu. Pareil, toi, dans le club, tu proposes aussi du contenu. D'ailleurs, tu es en train de totalement revoir un peu tout ça, et c'est super. Et de quitter un peu effectivement toutes ces sources de distraction qui étaient Instagram ou Facebook. Là, tu dis le club, ma communauté, mes auditeurs. Ah là, clairement, moi, je me suis dit que j'allais faire le focus là-dessus parce que c'est l'essentiel. Je me suis posé la question, je l'ai dit dans le précédent épisode, c'est sur quelle plateforme j'apporte vraiment de la valeur. Évidemment, le podcast dans un premier temps, la newsletter aussi parce que j'y tiens beaucoup et je passe beaucoup de temps là-dessus. Et puis en troisième lieu, le club. Donc voilà, après tout le reste, c'est pas la peine. On se déconnecte complètement et voilà. Et il y a aussi autre chose, mis à part les groupes privés sur Facebook, il y a aussi les newsletters. Ça, c'est vrai qu'on en reçoit beaucoup. Moi, j'ai fait un grand tri récemment où je me suis désabonnée de toutes les personnes qui m'envoient des newsletters et qui finalement ne m'apportent rien. Tu vois, ça me fait penser à un outil que j'ai recommandé à utiliser à certains abonnés. C'était CleanFox. Qui permet tout simplement en fait tu renseignes ton courriel, tu acceptes les conditions d'usage et ensuite ça te permet de cleaner ta boîte. C'est quoi? C'est l'outil même qui clean ta boîte? Tout simplement. Ok. Il recherche toutes les newsletters à laquelle tu es abonné ou tu as été abonné à ton insu, en tout cas, et il propose de les supprimer les messages et de te désabonner automatiquement en un clic. Nickel, en plus il fait le travail à notre place. Exactement, et en plus tu peux même planter un arbre si tu arrives à un certain niveau de courriel jeté.
Et c'est ça donc on a plein d'outils comme ça qui nous permettent de mieux vivre, de mieux penser, de décupler un peu notre pensée, on peut déléguer ça aussi à des outils. Après, il faut les connaître. Et Ouais, c'est là où c'est justement ce livre-là, enfin mon livre, justement recense les bonnes pratiques de tout ce que j'ai pu expérimenter plus ou moins et permettre aux gens de mieux vivre, mieux penser, prendre de meilleures décisions et être plus heureux aussi. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est complètement contre-productif d'écouter 50 podcasts différents Bien ou sûr. de regarder 100 vidéos YouTube Ça sert à différentes. rien. Même si on est d'accord, le contenu est très intéressant. Mais le problème, c'est que vous vous noyez complètement dans cette tonne d'informations. Alors si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de sélectionner uniquement 2 ou 3 sources d'informations autour de votre objectif. Et vous allez voir que là, vous allez vraiment passer à l'action. Exactement. J'ajouterais aussi le 80-20, hein, tout simplement. Quels sont les 20% de contenu que je consulte qui m'apportent les 80% de résultats. Exactement. 80-20 pour tout ce qu'on fait dans la vie. Voilà, c'est vérifiable. Alors Onur, on sait que les grands auteurs sont très souvent de grands lecteurs. Combien de livres tu lis par an ? Oh là là, si on part du principe que j'ai commencé à lire vraiment sérieusement En en 2016 2016, C'est ça, ouais. Après, pour moi, il y a lire et lire. Je t'ai parlé de ma méthode de lecture délibérée de Vutran, où beaucoup de gens d'ailleurs m'ont dit, mais c'est surprenant au C'est Manal Show. surprenant, ouais. Au Manal Show, ils écoutent l'émission, ils m'ont dit, mais j'ai découvert que tu lisais pas les livres en entier, que tu lisais un chapitre. Bah oui, tout simplement. Le sommaire d'abord et puis le chapitre qui Quatrième de couve, sommaire, intro, chapitre 1, si on peut. Donc ça te dérange pas si on fait ça avec ton livre ? Mais non, mais après, ils pourront pas parce que ils le pourront en le lisant entier parce que c'est un livre justement qui a été pensé pour tout type de personnes, que ce soit l'entrepreneur qui est débordé, la personne qui cherche, qui est en quête de sens, la personne qui veut passer un cap supérieur. En lisant le livre, il y a justement des petits bouts. En fait, c'est un peu une sorte de buffet à volonté et les gens se servent quand ils veulent. C'est vraiment un guide pratique. C'est ça. À partir du moment où ils ont le livre, donc moi j'appelle ça le honneur de poche, en rigolant un peu. Le honneur de poche ? Le honneur de poche. Ah, mais c'est tout à fait. mignon, c'est sympa. Voilà, c'est le honneur de poche. Voilà, c'est un peu un livre coach, on va dire, un livre pratique qui vraiment incite la personne à gravir cette montagne. Et du coup, moi, je suis un peu le guide qui les accompagne dans ce labyrinthe. Et puis, on va un peu terrasser ce minotaure de la procrastination. Et puis, on y va. Et puis, on y va ensemble, quoi. En tout cas, l'idée, c'est d'être OK avec le fait de ne pas finir un livre qu'on a commencé. Mais bien sûr. C'est pas grave. Évidemment, c'est un grand mythe. Parce que des fois, c'est frustrant. Hein. Et totalement. Mais je veux dire, qu'est-ce qui est plus frustrant ? C'est de perdre 10 heures dans un livre qui ne t'inspire pas, parce que pour aller au bout, parce que on t'a appris à le faire, ou de justement trouver la bonne partie, le bon chapitre par rapport qui correspond. On en revient du coup, lire avec une intention. Qui répond à ton pourquoi, qui répond à ton besoin du moment, et du coup la lecture est 10 fois plus pertinente. Si tu lis un livre qui a un rapport avec tes problèmes, ça remplace les 10 livres qui n'auront aucun rapport avec tes problèmes. Donc et puis de toute façon, le livre, après, voilà, vous le gardez. Si jamais vous avez envie de revenir sur un autre chapitre, de découvrir autre chose, vous pouvez très bien le faire un peu plus tard. En fait, tout dépend de le moment où vous vous situez dans votre propre vie et l'objectif, le besoin que vous avez sur le coup. Bien sûr, si par exemple une personne a des problèmes financiers, livre sur la finance. Si un problème, si des personnes accueillent un enfant, un livre sur la parentalité, ni plus ni moins. Enfin, je suis très 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 pragmatique. Après, bien sûr, moi je lis pas de romans de fiction parce que pour moi je suis trop ancré dans le réel et j'arrive pas. Mais en tout cas, ça me séduit pas. Mais faut se rendre compte que dans les livres, il y a des mines d'informations. Après, évidemment, il faut les lire, il faut les trouver, faut trouver les bonnes sources, bien sûr. Attends, ça, mais... Onur, franchement, dans oui. le Manal Show, on a proposé et présenté les meilleurs livres pratiques de non-fiction. Donc franchement, les gens, ils ont l'embarras du choix. Vous allez sur le site lemanalshow.com, dans l'onglet Library, où là, je partage avec vous chaque semaine des nouveautés. Alors, mes recommandations lecture à moi, mais aussi celles de mes invités, celles d'Onur Karapinard, puisque tu fais une chronique chaque semaine quand même. Donc là, pour le coup, on a quand même plein de recommandations, en tout cas, pour les personnes qui nous écoutent. Voilà. Après, ce sont des recommandations selon le Manal Show, selon Onur, selon les auteurs. Donc ça dépend. Peut-être qu'il n'y a pas le livre qui correspondra à un parent, à un entrepreneur qui est débordé ou à une personne qui veut se mettre en question profondément parce que son travail l'insupporte. Et donc, là, du coup, vous faites vos propres recherches. Tout simplement. Mais c'est pas grave si vous ne finissez pas le livre. Pardon. Vous pouvez simplement utiliser la méthode que toi, tu préconises. Hein. Oui. Donc, c'est Aucun sommaire. complexe. Non, mais quatrième de couve, et puis après les chapitres qui vous intéressent dans le livre. Voilà, un ou deux, tu lis en lecture normale, et puis le reste, c'est vraiment aucun complexe. Même lire des résumés, allez-y. Enfin, je veux dire, l'information, elle est partout, on ne réinvente pas la roue, quoi. Je veux dire, allez voir des résumés, lisez des conférences, lisez des podcasts, il y a tout en fait. En fait, on se rend compte que parfois un auteur répète souvent, d'ailleurs je pense que je le ferai aussi, je vais forcément tomber dedans à un moment donné, mais répète plus ou moins, reformule son livre dans sa façon d'être. Après, c'est juste que là, c'est un oral, donc forcément, c'est un côté beaucoup plus spontané, beaucoup plus vif, beaucoup plus... instantané, mais le livre apporte plus. C'est un peu comme un ami, il faut le traiter comme un ami, il faut le revoir, le saluer. Et faut pas l'accueillir comme un hôte
comme si on gérait une auberge espagnole. Il faut vraiment l'accueillir comme un ami, un proche, Ouais. comme dirait Je Séné. suis d'accord. Et bon, en tout cas, est-ce que tu avais quand même répondu à ma question? Combien de livres par an en termes de chiffres? Tu as quelque chose à J'en ai nous donner? aucune idée. Je dirais, si je compte tous les résumés de livres que j'ai dû parcourir, les livres que j'ai pu. Enfin, quand je dis résumés, c'est des vrais résumés, puis aussi les chapitres. Mais facile par an, j'en sais rien, peut-être 300-400. Mais 300-400 oui, livres mais par an. parcouru. Attention, après, faut pas. Oui, tu les connais pas par cœur. Oui. Voilà, pour moi, c'est pas le livre. Quand je dis livre, c'est source d'information, c'est archive de pensée. Voilà, c'est ça. Donc ça peut être un livre, ça peut être aussi un article, ça peut être. Tu vois, je prends l'information qui est pertinente et je me l'assimile, je me l'approprie, je l'expérimente, ni plus ni moins. Donc pour les gens, ça peut sembler surprenant de dire, waouh, 300 livres par an, mais 300 livres par an, en fait, c'est plus 300 idées. Faut pas penser le livre en l'étant comme étant une manière qui va changer votre vie, surtout pas. Au contraire, c'est aller prendre ce que vous avez à apprendre, lisez rapidement, et si vraiment le livre vous plaît, bien sûr, relisez-le, lisez-le et considérez comme un ami. Mais dans mes lectures pratiques, c'est la lecture hyper rapide et des résumés, des conférences, des podcasts, ni plus ni moins. Alors en tout cas, toi, tu lis beaucoup, mais quand J'essaye. tu n'es pas en train de lire ou d'écrire, tu fais quoi? J'écoute de la musique, ça c'est ce que je fais. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Honnêtement, je passe beaucoup de temps en fait à trouver un peu la meilleure façon de faire, que ce soit pour mieux manger, être plus productif. Et parfois, évidemment, je peux me laisser avoir aussi par la procrastination. Mais honnêtement, là, comme ça, je t'avoue que j'ai pas tant de hobbies, entre guillemets, outre que mon travail, qui est la lecture, transmettre le savoir, l'écriture. Non, ça me vient pas. Je suis prêt, en fait, on va dire, à consentir à ce sacrifice-là pour ma mission. D'accord. Donc moi, ça me déplaît pas, par exemple, ça peut-être surprendre les gens, mais moi, ça me dérange pas de ne pas être en couple, par exemple. Ça me dérange pas du tout. Je peux très bien ne pas être marié, pas avoir d'enfant. Si ça peut servir ma mission, je le ferai. D'ailleurs, je suis plutôt parti pour. Donc, Et pourquoi ça me fait penser un petit peu, tu sais, à Karl Lagerfeld. oui. C'est ce qu'il pensait aussi. Et lui, il était complètement décomplexé sur le sujet. Hein. Parce que, lui, en fait, il disait, moi, je veux consacrer ma vie à faire ce que j'aime, à faire mon métier et à m'accomplir comme ça en tant qu'artiste. Donc le reste, c'est secondaire. Toi, pourquoi tu fais ce choix? Moi, dans mon cas, je pense que c'est parce que je pense que ma mission, mon why, est tellement clair en moi que s'il y a bien une chose dont j'ai horreur, c'est de perdre du temps. Mais tu penses que c'est une perte de temps de se mettre en couple et de fonder une famille? Ça dépend pour qui. Évidemment, c'est pas une perte de temps si quelqu'un le veut vraiment. Mais quand tu prends, par exemple, des gens qui sont en couple et qui, on va dire, ils vont évidemment s'aimer, ils vont essayer de s'aimer, puis après, au bout d'un moment, il y en a un qui va quitter parce qu'il y a une frustration, mais il va l'avoir parce qu'il y a un meilleur partenaire. Tu te dis pourquoi tout ce temps investi? Parce que quand on a quelqu'un, c'est pratiquement la moitié de son temps qui est consacré à l'autre. On a des comptes à rendre, on a des projets plus ou moins communs, et puis après, au bout d'un mois, au bout d'un certain temps, la feuille de route n'est plus la même. Et c'est là où se crée la frustration. Est-ce que je lui dis ou pas? Est-ce que je manifeste mon mécontentement? Est-ce qu'il faut qu'on négocie notre façon d'être? Et moi, je veux pas. C'est la perte de temps. J'ai déjà essayé auparavant, ça n'a pas marché. Je dis pas que je connais tout, mais dans mon cas actuel, c'est pas possible. Je ne peux, en tout cas pour l'instant, je dis pas que c'est définitif. Attention, parce qu'il faut aussi... Rien n'est définitif. Ouais, en tout cas, tu te bases sur ton vécu, sur ta propre expérience. Voilà, c'est presque par habitude. Mais après, je peux bien sûr me laisser surprendre par une personne qui aura du charme, de l'intelligence, quelque chose qui va m'interpeller, un sourire, un secret. Et hop, t'es parti, tu choisis pas vraiment. Mais dans mon cas, c'est pas, la porte est fermée par rapport à ça. Et alors, c'est quoi ton objectif de vie? Alors, diffuser des habitudes saines pour aider les gens à libérer leur plein potentiel. Donc pour ça, il faut que je lise beaucoup, il faut que je m'inspire des meilleures pratiques, que je puisse les retranscrire, les traduire, les rendre simples. D'ailleurs, l'ouvrage, je pense, a un ton qui vulgarise beaucoup, qui cherche vraiment à aller à l'essentiel, qui veut vraiment apporter aux personnes les meilleures pratiques. Donc, mon comment est là-dedans, c'est vraiment parcourir les meilleurs contenus possibles et les traduire de façon simple, utile, actionnable, pratique, pragmatique, et rapidement qu'on s'en empare, parce qu'il y a vraiment des enjeux extrêmement urgents, et je pense que si on commence par soi et qu'on a de bonnes habitudes, le reste n'a rien à voir. Est-ce que tu prends du plaisir dans ce que tu fais aujourd'hui? Oui, avant non, parce que lire beaucoup, forcément, ça stimule ton cerveau, tu as du mal à dormir. D'ailleurs, toujours un peu mal à dormir, je me réveille des fois à 3h, 4h du matin parce que insomnie chronique, je pense trop. D'ailleurs, j'ai même une ride qui commence à se former parce que je pense trop. Ça, c'est pas une blague, mais bon, pour ceux qui me verront peut-être en vrai, ils la verront. Après le talon d'Achille, la ride d'Onur, bon voilà. Mais non, donc il y a aussi des sacrifices auxquels il faut consentir. Et donc là, tout de suite comme ça, je vois pas trop ce que je fais en dehors de ça, même si je pense qu'il faut que je mette un peu, effectivement, un peu plus d'équilibre, que je veille un peu plus de sortir avec mes amis, de me détendre un peu, d'arrêter de penser trop à ça et de parfois savourer un film, même si j'ai horreur de ça,
C'est marrant de dire j'ai horreur de savourer un C'est film. pas horreur, en fait, c'est parce que j'ai horreur de perdre du temps. Mais il y a plein de choses qui font qu'on perd du temps de façon. On perd la vigilance. Quand on crée une habitude, on crée donc des automatismes. D'ailleurs, ça me fait penser à 75% des accidents de la route, c'est lié justement aux trajets qui ont lieu près de chez soi ou au trajet travail-maison. Oui, c'est les trajets qu'on fait de manière quotidienne, en fait, habituelle. Oui. Et donc, du coup, comme tu as une habitude et des automatismes, ça baisse ta vigilance. Mais le trafic, lui, il change tout le temps, c'est jamais le même, s'il n'est pas habituel. Et donc, mets-toi ton chemin, tu connais le virage à gauche, à droite, t'arrêtes à telle fois, mais les gens, eux, ils font pas attention à ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui passe, c'est la première fois qu'il va ici. Et donc, 75%, c'est quand même dingue, des accidents de la route ont lieu près de chez soi ou sont liés à les habitudes. C'est quand même dingue quand j'y pense. Alors moi, je le dis souvent et j'y crois vraiment, c'est que le plus important, c'est de faire les choses. Mais la vie, est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est que produire, que faire ? Est-ce que c'est pas aussi justement avoir des moments où on fait pas grand-chose, où on est juste là, voilà, en train de vivre et de savourer ? Mais j'en ai, évidemment. Après, Moi, j'ai plutôt tiré une croix sur certaines choses, oui. En tout cas, c'est pas non plus définitif. Je ferme pas non plus la porte définitivement, mais dans ma façon de faire, ça a été les solutions que j'ai trouvées pour m'en sortir. Après, bien sûr, pour quelqu'un... Pour le moment, en tout cas. Voilà, pour pouvoir atteindre ton objectif. Oui, mon objectif, ou en tout cas, avoir un meilleur impact. Mais après, il y a des gens qui, eux, sont prêts à accepter ou non ces conditions-là. C'est à eux de voir. Mais je dis, évidemment, le mode de vie n'est pas possible pour tout le monde. Évidemment, bien sûr. Je veux dire, passer 3 ans de sa vie à écrire un livre sans avoir de revenus. Enfin, je veux dire honnêtement, j'ai un RSA, vivre chez sa mère un peu dépressive et d'avoir des mauvaises ondes parfois, bah voilà, ça fait pas rêver, ça donne pas envie, mais faut le raconter aussi. Et je pense qu'il y a tu as raison, faut pas vendre du rêve aux gens, faut dire la réalité. Moi, je préfère dire la réalité et entrevoir la porte du rêve. C'est-à-dire que si on veut rêver grand, il faut aussi raconter une réalité grande. Et c'est pour ça que sur Facebook, j'ai publié un post public en plus où je racontais que très peu de gens savaient d'où je venais. Et je racontais une partie de mon histoire, beaucoup de galères. Et je pense que cette vulnérabilité, justement, c'est une forme de confiance sereine, calme, où tu admets que tu peux avoir tort, où tu admets que tu n'as pas raison sur tout, où tu admets que tu ne sais pas, où tu admets que tu as aussi besoin d'aide parce que tu as atteint tes limites. Et je pense que ça a été assez libérateur de me dire, voilà, je l'ai publié, alors qu'avant j'étais quelqu'un d'assez, un peu frappé par le syndrome de Superman, on peut tout faire tout seul. Et peut-être aussi un peu pudique, hein. Ouais, peut-être aussi. C'est vrai que je suis plutôt quelqu'un qui a une tendance, on va dire, ambivertie, mais plus introverti quand même. C'est-à-dire que j'ai aucun problème à m'exprimer, c'est pas du tout un souci. Mais c'est vrai que quand il y a trop de personnes, quand on me parle de façon un peu superficielle ou qu'on me pose des questions très simples, genre alors, la pluie, le beau temps, les vacances, j'ai horreur de ça. Tu pars en courant. Ah ouais, j'ai envie de partir. Alors que quand je parle profondément avec quelqu'un, que je comprends un peu sa vie, son passé, ses habitudes, ses lectures, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut faire connaissance. Et là, il y a plein de personnes qui m'envoient des messages par rapport au livre et je vais contacter parce que j'ai envie de les rencontrer, de les voir, de les appeler. Je pense en fait, Onur, que tu as vraiment une vraie revanche sur la vie. Toi, tu es focus sur ton objectif parce que tu as la rage de réussir en quelque sorte. Et c'est positif, c'est bien. Hein. Et justement, c'est pour ça peut-être aussi que tu fais focus sur ce que tu dois accomplir aujourd'hui. En tout cas, tu te donnes le moyen d'incarner le changement que tu souhaites voir dans ta vie. Et rien que pour ça, moi, je te félicite. Je te remercie. C'est vrai qu'il y a ce côté un peu canaliser ces émotions un peu primales, un peu qui peuvent parfois lier à la colère, la frustration. Et je préfère la mettre moi au service. Tu vois, quand j'écris, finalement, il y a aussi beaucoup de colère. Tu vois, quand je décris pourquoi les gens prennent des mauvais comportements, en fait, c'est pas forcément notre faute, c'est parce que le cerveau, justement, est accro au présent et qu'on n'a pas et qu'on pense pas au futur. Et le monde dans lequel on vit est extrêmement addictif. Donc, du coup, les gens ne sont pas adaptés à ça. Et quand moi, par exemple, je vois des gens jeter leur mégot, pas dans la poubelle, mais comme ça, ou quand je parcours la Seine et que je vois des déchets de plastique, en 2050, il y aura peut-être plus de plastique que de poissons. Enfin, voilà, et ça m'insupporte parce que du coup, les habitudes de demain, c'est justement d'aider les gens à avoir des habitudes beaucoup plus saines et responsables. D'ailleurs, je pense beaucoup à une personne qui s'appelle Lucie Bache de Too Good To Go, fondatrice de Too Good To Go, qui est très inspirante, qui a mon âge, qui a 27 ans, et qui a créé Too Good To Go, donc l'appli anti-gaspi. Et qui, elle, que je connais bien. Tu vois, elle a une vraie mission. Et je pense que les gens comme ça, qui luttent justement contre le gaspillage alimentaire, qui cherchent à éduquer un peu les gens, les consommateurs ou bien les personnes à se dire, voilà, en fait, quand un yaourt sent mauvais, le mange pas parce qu'il faut engager un peu d'essence, tu ne regardes pas la date de péremption, parce qu'en fait, il y a la date de péremption et la date de consommation jusqu'à. La péremption, elle est pas, par exemple, ça m'a marqué, c'est jusqu'au effectivement. Est-ce que c'est pas en quelque sorte une crise des valeurs qu'on est en train de vivre actuellement ? Pour moi, en fait, si on perd autant de valeurs, c'est parce que, outre le fait que la société est devenue liquide, c'est-à-dire qu'on n'a plus de repères, qu'on n'a plus vraiment de repères identitaires aussi. Parce qu'une identité, par définition, c'est lorsqu'on attribue un caractère commun à des personnes qui vont agir et penser en société, que ce soit dans leur comportement et leur
interactions sociales. Donc plus qu'on est en perte d'identité, et je pense moi c'est lié au fait qu'on est tous dans une forme d'individualisme qui est poussé par la consommation et le capitalisme, vu que ce système-là ne nous pousse pas à collaborer, tu vois, on parle beaucoup maintenant en ce moment de coopération, de coworking, de co-quelque chose. Donc quand il y a un co-quelque chose, c'est comme si le système tentait il y avait une sorte de tentative un peu presque maladroite de se réapproprier ce qui avait fonctionné auparavant. Parce qu'auparavant, nous sommes tous des animaux sociaux, on a tous grandi grâce à l'humain, grâce à l'autre, grâce à quelqu'un. Et il ne faut pas négliger cela. Il y a aussi des hormones qui s'activent quand on est avec quelqu'un, quand on a la confiance, etc. Donc moi, je pense que c'est lié au fait que comme on est tellement poussé à l'individualisme, quand on voit les gens sur Instagram qui se font prendre en selfie, quand on voit des femmes qui font du sport et qui font des millions de vues parce qu'elles ont un corps parfait ou du moins qui correspond à un canon esthétique très fort, on se pose des questions alors qu'il y a des problèmes infiniment plus dangereux et plus prégnants comme accélérer la transition écologique, lutter contre l'exclusion sociale, tu vois, revenir du coup au collectif et puis bien sûr développer les capacités de chacun. D'ailleurs ça c'est d'ailleurs l'émission de Ticket for Change quand j'y pense que j'ai cité. Ouais, complètement. En tout cas, là on a mis le doigt sur quelque chose, c'est l'individualisme. Carrément, c'est celui qui parce que du coup je pense qu'en fait l'individualisme il est lié au fait que comme on n'a plus à se soucier de notre survie, parce qu'auparavant il fallait être en groupe pour survivre. Maintenant tu vois par exemple la personne comment on fait pour manger? On va dans un supermarché. Oui, mais il y a eu plein de personnes qui ont ramené la nourriture, qui l'ont transformée, etc. Donc on n'a plus à y penser. Mais si du jour au lendemain, il y a un effondrement écologique ou économique, politique, etc., on fait comment concrètement? Voilà, je pose la question. Bon alors Onur, exceptionnellement pour cet épisode, j'ai demandé aux auditeurs du Manal Show, ou du moins aux membres du club privé, de partager toutes les questions qu'ils aimeraient te poser, et j'en ai sélectionné 3. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que j'ai droit à un joker? Parce qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. On va dire que tu as le droit à un joker, en effet. Super. Alors, j'espère ne pas l'utiliser. Are you ready? Oui. Alors, Iltaf demande comment faire le diagnostic de nos habitudes afin de remettre en cause celles qui ne seraient pas bonnes. Étape numéro 1 du livre, partie 2. Donc, je recommande de l'acheter le livre pour plus de précision. Mais en gros, il faut... C'est plutôt facile. Ouais, c'est vrai que c'est facile. Mais enfin, tout est dedans, en fait. Non, en fait, je vais quand même lui répondre. Non, effectivement, il pose une bonne question parce que c'est l'étape de la conscience. D'abord, quand on veut changer, il faut poser un peu le diagnostic. Donc, du coup, ce que je lui recommande, c'est de prendre une feuille. Il la divise en 2. Il met à gauche toutes les actions qu'il fait au quotidien, tout. Mais du matin... Enfin, après, c'est très long à répertorier, en fait, à dresser l'inventaire de tous ces comportements que l'on fait. Mais en tout cas, un conseil qui note au moins comment il occupe la première heure de la journée. Ensuite, comment il mange généralement, qu'est-ce qu'il mange, quelles sont ses habitudes, est-ce qu'il boit souvent, est-ce qu'il mange tel produit salé, sucré, à quelle fréquence, etc. Ensuite, la dernière heure de la journée, ça pareil, moment extrêmement stratégique. Comment il travaille aussi, en fait, il faut vraiment comprendre comment on pense, comment on agit, pourquoi on se comporte comme ça. Donc c'est un vrai travail, c'est une véritable grille de lecture sur son passé, son présent, son futur. Donc d'abord, commencer par ça. Donc il répertorie toutes les habitudes qu'il fait au quotidien. Ensuite, il va noter un plus dans l'habitude si elle est positive et qu'elle contribue à être une meilleure personne. Il met un moins si c'est le contraire. Et il met un égal si l'habitude est neutre. Par exemple, une habitude neutre, c'est une personne qui tire normalement la chasse d'eau quand elle est aux toilettes. C'est une habitude neutre. Ou la personne qui va se nettoyer les mains après. Ça, c'est neutre, logiquement. Même si c'est plus en termes d'hygiène, parce que tout le monde ne le fait pas non plus, mais logiquement, tout le monde devrait le faire. On en revient encore une fois de bon sens, éducation, etc. Et pareil, enfiler ses chaussures, habitude neutre. Après, un exemple d'habitude positive, ce serait méditer le matin, ce serait faire un peu de sport, ce serait écrire, etc. Ça, c'est positif. Mais après, négatif, ce serait je consulte mon smartphone, je réponds aux mails dès le matin, dès le réveil. Ça, c'est un exemple. Voilà, donc. Et du coup, à force de répertorier ses habitudes, il se rend compte de ce qui fait bien et pas bien. Et puis là, tout à coup, il sait quoi faire pour changer. En tout cas, il a beaucoup plus de clarté et de conscience. Mais ça commence d'abord par là, la conscience. Ouais, c'est prendre conscience en fait de comment on vit, tout simplement. D'accord. Bah écoute, Iltaf, tu as beaucoup de travail devant toi, mais normalement c'est facile, tu sais, pas mal, tu sais ce que tu fais. Iltaf, beaucoup de travail devant toi, pas mal. Voilà. Ah oui, c'est vrai, je l'ai même pas fait exprès. non, c'était vraiment, voilà. Bon, en tout cas, donc pour récapituler, donc c'est noter noir sur blanc toutes les habitudes. En tout cas, en se focalisant plus sur la première heure de la journée et la dernière heure de la journée, donc le soir, et essayer de les noter. Alors, je vais même carrément lire un extrait. Donc, dresser une liste de vos habitudes quotidiennes, évaluer vos comportements, je lis rapidement, et ensuite, c'est bon en fait. À partir du moment où on a ça, ça suffit. D'accord. Donc, après, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps à tout répertorier, mais au moins, la première heure de la journée, comment on mange, et la dernière heure de la journée, comment on l'occupe. Parfait. Alors, Oussama, lui, il est très précis dans sa question. Il demande combien d'heures de pratique pour apprendre l'anglais ? Oh là là, ça dépend en fait, ça dépend de l'intensité. C'est combien de temps il met pour apprendre l'anglais ? S'il passe 8 heures par jour, ça va être rapidement, logiquement.
Si par contre c'est toutes les semaines sur Duolingo, genre une séance de, de 5 minutes, bah, il va pas rapidement. Donc ça dépend en fait de l'intensité. Donc tu peux très bien apprendre l'anglais si tu t'y mets à fond pendant 2-3 mois. Après, moi, ce que je demanderais, c'est d'abord quel niveau il va avoir en fait, Oussama. Est-ce qu'il va avoir un niveau A1, A2 pour commander un plat dans un restaurant? Est-ce qu'il veut un niveau B1, B2 pour comprendre des livres et voyager? Est-ce qu'il veut un niveau C1 s'il veut s'installer et vivre et fonder une famille? Donc ça dépend de ça en fait. Et à part, on revient encore une fois à quel objectif? Ouais, c'est clair qu'on n'apprend pas l'anglais de la même façon pour, je sais pas, un road trip en Californie que pour s'expatrier dans un pays et travailler vraiment sur place. Exactement. Donc d'abord, Oussama, réfléchis à ton why, en tout cas à l'intention de pourquoi tu vas apprendre l'anglais, quel niveau tu vas avoir. Une fois que tu auras déterminé cela, tu pourras donc être admettons qu'ils veulent avoir un niveau A2, enfin genre commander dans un restaurant. Bah, il peut apprendre ça en une semaine. Mais après, effectivement, son anglais sera pas très enrichi. Mais après, plus tard, peut-être qu'il sera suffisant pour lui. Voilà, mais suffisant pour lui. Donc pour lui, il aura appris l'anglais. En tout cas, suffisamment pour pouvoir commander un plat, un restaurant. En tout cas, ce qui est bien aussi, moi, ce que je préconise, c'est de se créer un environnement où on entend beaucoup parler anglais, on lit anglais, on regarde des vidéos en anglais. Et ça permet vraiment beaucoup de progresser. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je commence ma journée soit en lisant un article en anglais ou bien en écoutant un podcast en anglais. Et en fait, je me mets dans cet environnement anglo-saxon. Et c'est ce qui m'aide vraiment aujourd'hui à être complètement à l'aise, en tout cas, dans la compréhension à l'oral. Exactement. Et d'ailleurs, pour Oussama, s'il achète le livre, je recommande là-dessus numéro 31, page 224, il y a tout. Enfin, il y a tout pour l'essentiel. Voilà, je résume rapidement les conseils. Application de langue comme Duolingo, Drops, Lingodir, bref. Connecter un mot à une expérience personnelle ou une image amusante et étrange que vous n'oublierez pas, c'est pour avoir un meilleur ancrage. Utiliser un dictionnaire monolingue. Et oui, comme ça, du coup, on retient plus facilement des définitions et on apprend plein. Ensuite, perfectionner, effectivement, comme tu as dit, sa capacité d'écoute. Donc, voir une vidéo peut-être sans sous-titres, ou en tout cas, effectivement, participer à des forums, à des conseils, à des vidéos, regarder tout ça. Et ensuite, rejoindre des communautés d'échange comme Polyglot Club. Voilà, justement, j'allais venir à ça. Oussama, si tu as écouté mon épisode avec Esther, tu sais que moi, j'ai une correspondante américaine qui habite en Californie. Et donc, j'ai rendez-vous avec elle chaque semaine sur Skype. On parle pendant 1 heure en anglais uniquement. Ça, honnêtement, c'est un game changer. Là, pour le coup, tu progresses très, très rapidement. Puis c'est génial parce qu'en plus, tu découvres vraiment la culture et tout. Donc c'est top. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux aussi ajouter pour Oussama. Tu l'as pas dit, ton plus grand rêve, Manal, un de tes plus grands rêves, c'est de créer une villa à San Diego. Donc forcément, il faut apprendre l'anglais niveau C1, C2. Comment tu sais ça? Ton avis? L'événement Manal Show. Ah oui, c'est vrai. Tu avais révélé je dévoile pas mal de choses pendant les événements privés. Manal veut créer une villa à San Diego. Voilà. Donc au niveau C1, C2. Donc elle est en train de préparer un peu ses bails. San Diego, c'est the dream pour moi. Voilà. C'est vraiment l'un des endroits sur la planète où je me sens le mieux. Donc en effet, et puis en plus, Esther est en Californie. Donc c'est génial. Ouais. Oh oui, le mieux, oui. Le mieux. Okay. J'invite toutes les personnes vraiment à faire au moins une fois dans votre vie un voyage en Californie et spécialement à San Diego et vous allez comprendre de quoi je parle. D'ailleurs, il y a même une auditrice qui m'a envoyé un message privé pour me demander quelles sont mes meilleures adresses là-bas. Parce qu'elle s'apprête à faire ce grand périple. Voilà. Parce que je ferai une émission spéciale San Diego. Depuis San Diego. Oui, j'en ai bien l'intention. Ce serait bien pour avoir les bonnes ondes californiennes. C'est clair. Quand je rencontrerai Tim Ferriss, je lui donnerai rendez-vous là-bas. Voilà, parfait. Jusqu'au bout, là, au sommet. En tout cas, nous, on a quand même déjà fait un entretien à Los Angeles avec Alexandra Villarroel-Abrego. Ah. Ouais, on s'est donné rendez-vous à LA. Les codes. Alors, on continue avec Alex, qui aimerait savoir si c'est bien l'habitude en tant que telle qui amène vers la réussite, ou bien la discipline / ténacité qu'elle procure et qui forge finalement notre mental. Drôle de question. Non, moi je dirais pas l'habitude de réussite parce que chacun en fait a ses codes. Il faut pas forcément se l'approprier. D'ailleurs dans le livre, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas du tout apprécier les habitudes que je préconise parce qu'elles leur correspondraient pas. Peut-être qu'en fait ils ont tout appliqué, ils ont tout appris. Mais non, ce que je recommanderais, c'est en fait, je vais répondre autrement. Je vais dire, quand tu as de mauvaises habitudes, tu entraves ta liberté. Si tu passes tout le temps ton quotidien à le passer dans les décisions simples, tu perds du temps, de l'énergie et l'attention. Exemple, quelqu'un qui a des mauvaises habitudes alimentaires, il va tout le temps être en mauvaise énergie, il va être léthargique et puis il va perdre beaucoup de temps. Il y a des répercussions en fait. Exactement, répercussions à long terme. Une personne qui a des mauvaises habitudes financières, elle va toujours courir après le dernier euro. Une personne qui a des mauvaises habitudes de pensée, elle va être dépressive. Donc on se rend compte comment en fait des petites actions comme ça nous conditionnent soit au meilleur soit au pire. Et dans son cas, ce que je dirais, c'est qu'il faut d'abord, pour moi en fait, quand on se crée des bonnes habitudes, c'est de la discipline. Discipline equal freedom, comme disait Jocko Willink, un ancien marine de Navy Seals. Et c'est ça que je le rejoins, parce que quand tu crées des bonnes habitudes, du coup, tu automatises une réponse à un problème récurrent, et du coup, tu as le temps, donc tu gagnes du temps pour
penser à des activités beaucoup plus intéressantes et qui sollicitent beaucoup plus d'efforts aussi. Et en parallèle, en fait, de l'habitude, tu développes de super bonnes qualités Exactement. qui sont peut-être déjà ancrées en toi, mais que tu vas développer et qui vont prendre le dessus et qui vont te permettre d'avoir une meilleure vie. Et il y a même, je pense qu'il n'y a que ça. Son corps n'attend que de développer, d'avoir justement du temps pour pouvoir faire du sport, de la méditation, je ne sais pas ce qu'il veut faire après, mais justement de déployer son temps vers une activité où il a la plus haute valeur ajoutée. Et là où il peut atteindre son plein potentiel. Et le potentiel, c'est justement cette capacité à faire qui est supposée, mais qui n'est pas encore réalisée. Alors je dis, mais imagine si tu parviens à optimiser pratiquement une action sur deux, parce qu'une habitude, à peu près entre 40 et 50% sont les habitudes de ce qu'on fait au quotidien, je le rappelle. Donc s'il arrive à optimiser ça, c'est très rapide. Mais après, rapide, mais avec des années quand même. Mais il faut au moins conserver des bonnes routines. En tout cas, Alex, j'espère qu'Onur a bien répondu à ta question. Je remercie encore une fois Iltaf, Alex et Oussama d'avoir participé. Moi, je trouve ce concept super sympa. Donc, je vais peut-être renouveler l'expérience. Je trouve ça génial de pouvoir inclure des questions des auditeurs comme ça dans les interviews. Et j'espère en tout cas que vous avez eu des réponses à vos questions. En tout cas, c'est une bonne habitude à prendre. Une bonne habitude, ouais, exactement. Pour toi. Ouais. Exactement. Alors moi, Onur, je suis convaincue qu'il faut aider et qu'il faut soutenir les personnes qui font des choses. Et encore plus quand ce sont des personnes qu'on connaît à titre personnel. Parce que tu sais, on entend beaucoup parler de bienveillance autour de nous. Et quand tu lances un projet, c'est vrai, tu peux aussi entendre des gens te dire « Ouais, c'est génial ce que tu fais, je te soutiens à fond. » Mais je pars du principe qu'il faut aller au-delà du simple fait de dire qu'on soutient, de la parole. Il faut agir, il faut passer à l'action. Il faut vraiment mettre toute ce qui est en notre possibilité, en notre force, le maximum pour aider la personne à avancer, à évoluer et à atteindre le succès qu'elle mérite. Vraiment, il faut être proactif à ce niveau-là. Et pas juste se dire « Ok, je te soutiens ». Pour moi, ça reste des belles paroles. C'est vrai. Il y a l'idée et l'action. Il y a l'idée et l'action. On en revient toujours à la même chose. Alors comment, Onur, moi et toute la communauté du Manal Show, on peut t'aider aujourd'hui à atteindre le succès que tu mérites? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment on peut faire pour t'aider dans ce beau projet de livre et atteindre le succès? Alors, déjà, merci pour cette question et pour me donner un peu la tribune pour pouvoir m'exprimer là-dessus. En tout cas, la plus évidente pour moi, c'est évidemment commander le livre. Je pense que c'est la plus simple parce que ça me permet en fait de montrer à l'éditeur qu'il y a effectivement une attente, qu'il y a un désir, un besoin et du coup, parlez-en après à vos proches. Je pense que c'est l'évidence. Donc, il y a plein de points de vente. Il y a plus de 300 points de vente. Amazon, Fnac, Cultura, Payot, De Citre, Furet du Nord et peut-être que j'en oublie encore un. Mais bon, bref, l'essentiel est là. Il y a aussi soutenu comme les librairies indépendantes, bien sûr. Amazon Killer, allez hop, promo. Totalement, elle dit tout son contraire. Donc d'abord, il y a ça, comme commander le livre, ça c'est numéro 1. Après, numéro 2, ce serait effectivement d'en parler à ses proches. Donc pourquoi ce livre-là peut les aider? Vraiment d'en l'offrir un, si possible, à un membre de sa famille ou à un ami. Oui, au lieu d'en acheter un, achetez-en deux et offrez le deuxième exemplaire à quelqu'un de votre entourage. Tout à fait. Ou si vous êtes patron, prenez exemple pour vos employés. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un livre qui s'adresse à tout le monde, à toute problématique. Il y a vraiment 3 problématiques auxquelles j'ai voulu répondre dans ce livre. La première, c'est ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur vie. Donc ceux qui sont en quête de sens, ceux qui s'éparpillent, ceux qui sont frustrés. Après, il y a ceux qui veulent se défaire de leur mauvaise routine et en créer des bonnes. Donc ceux qui sont addicts aux réseaux sociaux mais qui veulent changer, ceux qui sautent le petit-déj et qui partent en courant sans avoir mangé. Il y a aussi ceux qui veulent se dépasser, aller plus loin. Donc entrepreneurs, une personne qui veut créer un roman, une personne qui veut créer qui veut plus penser à la strate plutôt qu'à l'opérationnel, etc. Oui, il s'adresse vraiment à tous les profils. Donc voilà, c'est vraiment pour tout le monde. Peut se reconnaître. Donc 1, commander le livre, 2, en parler à ses proches, 3, se prendre en photo avec, en publier sur ses comptes réseaux sociaux, dire à quel point, partager une citation favorite du livre aussi, ça peut créer un effet viral. Parce que moi, j'ai pas Instagram, je compte pas l'avoir. Il y a plein de choses. Il y a ça. Après, qu'est-ce qu'il y aura d'autre encore? Évidemment, je pense aussi hyper important, laisser un avis sur Amazon, en tout cas noter. Parce que Amazon, même si il y a effectivement des problèmes liés à la fiscalité, au fait qu'il détruit 3 millions d'articles parce que ça se vend pas, alors que c'est stupide, et qu'en plus il paye pas la fiscalité, Amazon, c'est un excellent prescripteur de vente. On s'est tous surpris parfois à acheter un livre parce qu'il y avait des bonnes notes et parce qu'il y avait un beau titre. C'est pareil, si le livre, du coup on appelle ça la preuve sociale, si mon livre a plein de 5 étoiles, mais justifié bien sûr, ne le faites pas pour me faire plaisir, faites-le, lisez le livre, relevez des passages intéressants, si vous n'avez pas apprécié, honnêtement mettez une note moins bonne si vous voulez, je dirais tout, c'est le jeu, il faut accepter ça, je suis pas là à dire mettez à fond, mais je suis prêt à accepter les critiques, tant qu'elles sont justifiées et constructives, mais voilà, mettez 5 étoiles si possible, et justifiées parce que c'est un excellent prescripteur de vente. Il y a beaucoup de ventes comme ça, de livres qui ont réussi à se vendre parce qu'ils étaient très bien notés, et puis quand on voit un livre bien noté, on a envie de voir un peu pourquoi, en fait, de lire les commentaires. En tout cas, là, on a plein de façons différentes de te soutenir. Ah, il y en a une autre, oui, encore une, tu vois, okay. un eureka à un moment. Là, effectivement, Manal, je te remercie quand même de me donner l'opportunité d'en parler, mais aussi si parmi
auditeurs du Manal Show, il y en a qui, je sais pas, qui connaissent des gens un peu connus, ça peut être dans le milieu du journalisme, des médias, blogueurs, influenceurs, ou qui ont un compte avec beaucoup d'abonnés, ou bien qui veulent m'interviewer, mais à condition qu'ils ont quand même un public assez un peu nombreux, qu'ils me contactent onur@onur-carapinard.com. C'est mon courriel, ou sinon on verra sur le club au Manal Show, faut voir, mais Oui, bien sûr. vraiment Moi, je peux relayer l'info, voilà, effectivement. mais je pense que c'est l'évidence. En tout cas, soyez proactifs, quoi. C'est ça. Je vais résumer ça rapidement. Commandez le livre, laissez un livre sur Amazon, en parler à vos proches, ou prendre une photo avec, partagez des extraits du livre, dire à quel point il est génial si ça vous a aimé, dire à quel point il est nul si ça vous a déplu. Voilà, faut être honnête, c'est le jeu. Et si vous connaissez des influenceurs, voilà, n'hésitez pas à me contacter, et puis on en reparlera. Très bien. Mais écoute, Onur, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini, tu sais ce qui t'attend. Bien sûr. On passe maintenant à la partie Fire Question. Je vais te poser une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que tu es prêt ? Oui. C'est parti. Quelle est la première chose que tu as faite le jeudi 7 mars 2019, date de sortie de ton livre ? Je vais aller voir sur Amazon le classement du livre. Quelle personne t'a le plus inspiré dans ton projet d'écriture ? Benoît, mon mentor, Benoît Voschtanka. Et Selim aussi, Selim Niederhofer. Quelle est la mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser ? Parfois, je peux procrastiner sur les réseaux sociaux en ce moment, parce que je suis en train de gérer beaucoup la communauté et ça me prend un peu de temps. Quel est le premier livre que tu as lu en entier ? Power, les 48 du pouvoir de Robert Greene. Allez. Pour toi, quelle personne incarne le mieux le mot réussite ? Benoît Voschtanka et Selim Niederhofer, les mentors. C'est parce que j'ai accès justement à eux, j'ai la chance de voir comment ils réussissent. Quelle est la chose à laquelle tu crois et que les autres considèrent comme une folie ? Tout le monde peut à son niveau changer et atteindre le niveau des maîtres s'ils arrivent à suivre les étapes de ceux qui les ont précédés avant. Quelle est ta Madeleine de Proust ? Quelque chose qui te rappelle automatiquement ton enfance ? Ça paraît bizarre dit comme ça, mais l'humidité. L'humidité, parce que j'ai dormi dans une chambre humide et j'étais beaucoup malade quand j'étais jeune, et du coup j'ai développé une forme d'immunité pour le coup, donc antifragile, ce qui ne tue pas te rend plus fort, donc voilà, l'humidité, voilà, ouais. Quel est le dernier livre de fiction que tu as lu ? Ça va peut-être surprendre, je pense le dernier Potter en théâtre, là, l'enfant sorcier, je crois, l'enfant maudit de J.K. Rowling, je pense que c'était celui-là que j'avais lu, le dernier. Ouais. C'est ma petite sœur qui m'avait passé en plus. Ouais. Si tu disposais de 100 € et pas 1 euro de plus, dans quoi tu les investirais ? Une grande fête, avec des proches. Quelle est la partie que tu as le plus appréciée dans ton expérience globale d'écriture du livre ? Apprendre des nouvelles choses. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer ? Les montagnes russes émotionnelles. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à une personne qui souhaite écrire un livre à son tour ? Fixez-vous des limites. Merci beaucoup Onur Carapinard d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé aussi tes précieux conseils. Merci. Alors, de quoi va parler ton prochain livre ? Et c'est pour quand ? Ah bah là, ça, j'ai réfléchi un peu à cette question par anticipation. Parce qu'on peut, tu savais que j'allais te la poser ? Je pense que tu aurais pu me la poser. En fait, moi, je pense que voilà, la vie, c'est fait de choix. Il y a des bons et des mauvais côtés. Moi, je pense que le livre m'a pris beaucoup de temps, m'a aussi un peu impacté sur le plan de la santé. J'en ai pas parlé parce que c'était perso. Et en fait, je pense que ce livre, là, il est là, il est déjà présent. On verra ce qui se passera plus tard. J'ai effectivement encore 4 livres à écrire chez Erol, mais on verra si ça se fait. Mais en tout cas, moi, je pense que si je devais écrire un nouveau, ce serait soit une nouvelle réédition, mais avec plus d'habitude et vraiment encore plus de recherche, plus fouillée pour pouvoir vraiment saisir au mieux la nature humaine. En tout cas, c'est être dans la spécialisation. Et peut-être le prochain livre, ça parlera peut-être d'un livre sur d'autres habitudes. Je sais pas, mais j'ai pas d'idée. Mais en tout cas, ce livre-là est déjà très très bien et je pense que les gens vont adorer. C'est clair, en tout cas, vous pouvez vous le procurer dès maintenant. Petites habitudes, grande réussite, 51 pratiques inspirantes pour devenir la meilleure version de soi-même. Si on veut en savoir davantage sur toi, sur ton actualité, où peut-on te retrouver ? Alors, mon site internet www.onur.carapinard.com. Ça, c'est mon site personnel qui est un peu l'interface, le foyer de mes recherches entre les lecteurs et puis mon travail. Ensuite, il y a la Minute Essentielle, s'abonner à ma newsletter, bien sûr, là où je résume. Ça peut être des best-sellers, mais aussi résumer, partager une pensée, partager aussi. Là, en plus, ça va évoluer. Et d'ailleurs, on en parle toutes les semaines de la Minute Essentielle. C'est vrai, merci beaucoup. Il va y avoir des surprises, je pense, prochainement, un nouveau format, on verra bien. Le groupe aussi Facebook Essentiel, donc que j'anime dès que je peux, en tout cas 500 membres, 500 hardcore fans, donc pour ça il faut s'inscrire à ma newsletter et me montrer pourquoi archi motivé à faire 3 questions, sinon c'est refusé, je le dis tout de suite. Et puis après, quoi d'autre ? Aussi on peut me retrouver au Manal Show une semaine sur 2. Exactement, je pensais que tu allais oublier. Ça, voilà. Une semaine sur 2 au Manal Show, on peut me retrouver. On te retrouve 2 fois, c'est ça, dans le mois, dans le Manal Show, effectivement. Et Medium aussi, voilà. Et Medium. En tout cas, moi, je partage toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci encore, Onur. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès dans tes futurs projets. Merci beaucoup, Manal. Petites habitudes, grande réussite.
51 pratiques inspirantes pour devenir la meilleure version de soi-même. C'est le livre que vient de publier Onur Karapinar. Pour moi, c'est un vrai guide pratique qu'on peut lire et relire pour améliorer petit à petit chaque domaine de notre vie. Alors j'apprécie beaucoup le concept. Onur Karapinar a une approche très pédagogique pour nous aider à comprendre le pouvoir des habitudes. Il s'appuie toujours sur des études sérieuses et sur des exemples très parlants. Et ce que j'apprécie le plus dans ce livre, ce sont les actions concrètes qu'il nous propose de mettre en place. Vous le savez, je suis plutôt pragmatique et j'ai tendance à m'éloigner de tout ce qui peut paraître trop ésotérique. Moi, j'ai besoin de concret. Et c'est exactement ce qu'on trouve à travers ces 51 habitudes. Alors ce qu'il faut absolument retenir pour maximiser vos chances de réussir, c'est que c'est l'effet cumulé de ces petites habitudes qui nous mène vers un vrai changement bénéfique et durable. Personnellement, je suis absolument convaincue du pouvoir des habitudes. Notre vie entière est rythmée par nos habitudes et c'est par là que vous devez commencer pour progresser et devenir la meilleure version de vous-même. Ce livre est une vraie mine d'or, il est très complet, il s'adresse à tout le monde. J'espère vraiment que vous en ferez bon usage et surtout, n'oubliez pas de laisser votre propre avis sur Amazon. Vous pouvez vous procurer votre exemplaire en cliquant sur le lien que j'ai mis dans la description de ce podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente lecture. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez soutenir ce podcast de 2 façons. La première, c'est de me laisser un avis positif sur Apple Podcast pour ceux qui ont un iPhone. Il faut savoir que c'est la plateforme qui sert de référence pour toutes les autres et ça permettra à ce podcast d'avoir une plus grande visibilité. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de partager cet épisode avec une ou plusieurs personnes de votre entourage susceptibles d'être intéressées par mon travail. Ça ne vous prendra que quelques secondes pour le faire, mais sachez que c'est ce qui m'aide le plus à faire grandir la communauté du Manal Show. Pour retrouver toutes les références citées dans cette émission, rendez-vous directement sur lemanalshow.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!